à ce fameux thème. On est prêt pour le 3e épisode de cette balado, la balado de Fred Savard. On est encore excité parce qu'on est encore dans un laboratoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais autour de la table, je veux saluer les gens qui sont là. Je commence avec Hélène Faradji qui est au bout de la table. Bonjour Hélène. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Ça va très bien. Barbara Judith-Caron, première présence à la saison. Pour cette 2e saison, oui. Ah, content que vous soyez là. Moi aussi. Godefroy Lorando. Salut Fred. Ça va bien? Ah, très très bien. Vous avez l'air. En pleine forme. Inès Talby, Salut. de retour. Ben oui. Non, mais on le savait, mais on pensait que c'était aux 2 semaines. à un moment Non, donné. mais je serai pas là la semaine prochaine. Là, Vous je êtes vais vous volontaire, laisser on aime ça. tranquille. Et notre invité cette semaine, Martine Delvaux. Allô? Merci d'être là, de vous prêter au jeu de cette balado de Fred Savard qui, on le rappelle, n'est pas devant le public cette année. Et ça, c'est très excitant. Fait que je pense qu'on est prêt à commencer. Alors, on était excités la semaine dernière On parce dirait qu'on... que j'ai le goût d'applaudir, mais que Vous pouvez, Barbara. On était excités parce qu'on n'est plus devant le public. Pas qu'on n'aime pas le public, mais tu sais, changer le ton, changer le fait de plus être devant le public, on n'est plus en prestation. Ça, c'était le fun. Mais là, c'est que cette semaine, on a un nouvel équipement complètement parce que nous voguons de nos propres ailes. On peut pas vraiment dire ça, mais c'est pas grave. Ben oui, des poissons... comment ça s'appelle, les exocètes? Les poissons volants? Oui, voilà. Voilà. Donc, nous ne sommes plus avec Transistor Média. On avait commencé ce projet-là avec Transistor Média, nos amis de Gatineau. On les remercie d'ailleurs. J'en profite pour remercier Marie-Hélène, Julien, Karina, Steven de chez Transistor Média qui nous ont aidés à lever de terre ce projet. Mais là, cette année, on s'est rendu compte, dans le fond, que nos philosophies, nos modèles d'affaires, si on peut dire, n'étaient C'est loin, Gatineau, c'est juste Oui, c'est ça. C'est éloigné un petit peu. Fait que là, on a décidé de partir de nos propres ailes. On est 100% indépendant. Donc, on a dû changer tout ça pour dire qu'il y a une transition et on a dû acheter un nouvel équipement. Je dis acheter parce que là, pour l'instant, ça nous est fourni, ça nous est prêté par SE Concept. Des gens que je connais depuis longtemps. Godefroy, on a déjà... les gens l'oublient. Moi, Godefroy, on a fait... Les gens l'oublient parce qu'ils ne savent pas. C'est ça, ils ne savent pas. On a fait des parties techno à une certaine époque. On le comptera peut-être un jour. On a fait beaucoup de choses avec des écouteurs à ses oreilles. Vraiment. Voilà. Et on a loué de l'équipement chez SE Concept qui est à Villeray, à Montréal. Et c'est vers eux qu'on s'est tourné. Alors moi, je les salue parce qu'ils nous ont vraiment sauvé les fesses cette semaine. Ils nous ont monté un kit pour qu'on soit capable de faire une balado de qualité, évidemment. On est en pleine campagne de financement participatif qui va se terminer le 26 novembre. Donc, 50 000 pour vous offrir 25 épisodes de ce fantastique projet de balado. Alors voilà, ça s'est fait. Donc, merci. Et je veux remercier également, là, vous allez ça arrive comme ça. On sonne comme le podcast de Mike Ward. Je veux remercier également JF de chez Scooter. Parce que cette semaine, j'ai eu une contravention sur pas une contravention, une crevaison sur ma Vespa. hey boy, Et c'était un clou, en fait. Ouais, c'est Ils pas pareil. s'en passent des affaires. Un hein. clou. Grosse semaine. Mais non, mais c'est plate de changer une roue de Vespa, mais des fois, on peut la réparer parce qu'ils mettent une patch. Fait que là, j'arrive là-bas, puis ils me disent, hey, et JF, le propriétaire de Scooter, c'est un auditeur de la balado, c'est pour ça que j'en parle. Et il m'a vendu l'idée d'acheter une jupe. Et là, je trouvais ça intéressant. Martine Delvaux, vous êtes ici. Et, Bravo! ouais, alors j'ai une jupe de scooter. Alors, je suis un peu gender fluid côté Vespa. En fait, c'est une jupe qu'on rentre dedans pour se protéger de. Puis du je vous froid. ai vu avec, Oui. c'est très saillant. Ouais. Vraiment. Il paraît qu'à Paris, tout le monde a ça. Ça va bien avec vos yeux. Oui. Ouais, ben je l'ai pris charcoal, en fait. Ouais. Elle est comme gris foncé. Je sais pas pourquoi vous me regardez. Mais j'étais très sceptique au début pour installer ça, parce qu'il y en a quelques-uns à Montréal qui ont ça, et finalement, on ne peut plus s'en passer. Il y a du minou à l'intérieur. Ben Il y a de la peluche. Ça tient. Vous qui aimez tellement les chats. Ça tient chaud, ils sont très mignons. Alors, c'est une jupe très mignonne, mais ça tient chaud. Et c'est surtout qu'après ça, c'est une housse pour ton banc. Parce que là, le matin, quand on se lève, il y a un petit frima qui tombe sur le... Oh là là. Voilà. Alors, je vous remercie les gens de chez Scooter. Si jamais quelqu'un me reproche que ma chronique est trop longue aujourd'hui, laissez faire. Rappelons-nous. C'est moi qui anime. D'ailleurs, donc je décide. Godefroy, c'est drôle que vous preniez la parole parce que j'ai des salutations à vous offrir de Mélissa. Ah! Ouais. J'étais à la Taverna. D'ailleurs, je salue les gens de la Taverna. Je les remercie. Une balado de moins en moins indépendante. Non, mais j'étais DJ à la Taverna la semaine dernière. Et là, il y a une fille qui vient me voir. Elle dit, hey, j'ai été à l'école avec Godefroy Lorando. J'écoute votre balado, je l'aime beaucoup. Et elle était à l'école avec vous à la prématernelle, Godefroy. Oh là là, est-ce qu'il s'agit de Mélissa Dallaire? Oui! Voilà. À la Nouvelle-Caire. Oui, oui. vous avez demandé de ne pas donner son nom de famille en nom. Écoute, juste parce que je me rappelle du nom d'une fille en prématernelle,
Ça vous donne une idée du respect que j'ai pour ces demoiselles. Tout à fait. Et vous lui aviez donné un toutou de peluche rose. Et voilà. En forme de chat. Ah. Qu'elle s'était fait voler quelques semaines Oh. après. Et elle veut s'excuser d'avoir... C'est vrai, d'avoir- je me rappelais pas du tout, Ouais. par contre. Alors voilà, donc salutations Mélissa de Mélissa Dallaire, qui est une grosse C'est une fan de la belle, belle balado. histoire. Oui, belle Une histoire, autre belle oui. histoire. Une autre Ben, belle histoire. Vous les accumulez, frère, d'aujourd'hui. Et pour les gens, et d'ailleurs, elle m'a envoyé une photo qu'on va mettre sur la page Facebook. Elle m'a envoyé une photo de l'époque. Oh, avec de moi votre dessus? Pré-maternelle, Ah, oui. Ça, c'est pas drôle. Ouais. J'imagine que c'est une école alternative, parce que c'était à Ah, Outremont. c'est très alternatif. Ah oui, oui, hein? oui, oui. J'ai toujours été dans les projets. Ouais. Du projet alternatif. C'est vraiment ça. Mais ça tombe bien, la balado est très alternative. Ouais. Oui. Voilà. Alors là, j'ai envie on va inaugurer quelque chose. Inès, Oui. vous avez des talents de chanteuse. Vous allez nous improviser un petit jingle rigolo comme ça, là, avec votre bouche, s'il vous plaît. Avec, j'ai N'importe quoi. pas plus de jus. Non. Euh, Ça va être pour un petit quiz qui n'en est pas vraiment un. C'est pour le quiz qui en est pas vraiment un. Super, merci. Alors voilà, alors c'est je pense qu'on va en faire un vrai jingle avec ça, Inès Talbi. Je trouvais que ça manquait, ça, les quiz. Ça pogne toujours, ça, les quiz. Alors je vous propose 3 extraits des extraits tirés de l'actualité de la semaine. Il va y avoir des choix de réponse et après ça, ben, on tentera d'y répondre et d'en discuter. Et je vous propose ce premier extrait qui nous vient de notre premier ministre. La chef de Québec solidaire est contre l'économie de partage. Pourtant, à peu près tous les groupes environnementaux dans le monde sont pour l'économie de partage parce que ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça permet de limiter les dommages sur l'environnement. Alors, Il va pas bien. Non, ça Évidemment, fait fatigué. Il n'est pas très à l'aise avec le vocabulaire. non, on sent que c'est un peu Fatigué. plaqué. Évidemment, il réagit à cette commission, en fait, qui se termine. En fait, ce projet pilote qui se termine, de voir si Uber est une bonne idée pour détruire l'industrie du taxi. Bon, je le résume comme ça. C'est un peu ça. Alors, la question est la suivante. Comment Uber participe à la réduction des gaz à effet de serre? A. Les chauffeurs d'Uber sont tellement mal payés qu'ils n'ont pas les moyens de prendre l'avion pour leurs vacances, ce qui réduit leur empreinte carbone. Oui. B. En étant enregistré au Luxembourg, Uber ne paie pas d'impôts, ce qui fait qu'elle a besoin de moins de comptables, donc moins de comptables pognés dans leur char dans le trafic le matin sur les routes du Luxembourg. Salutations à Jodassin qui nous écoute peut-être. C. François Legault est un asti de craqué mental. Ah, j'avais pas ça. Ou D. Aucune de ces réponses. Évidemment, la réponse est D. En fait, la présence d'Uber, et ça a été vérifié, la présence d'Uber dans une ville a un effet contraire, en fait, c'est-à-dire que les gens utilisent moins le transport en commun. Et en fait, ils fréquentent plus les voitures Uber parce que ça coûte moins cher, donc ne participent pas du tout à la réduction des gaz à effet de serre. Vraiment, ça m'étonne toujours, ce gouvernement, son rapport au réchauffement climatique et à ce qu'il peut nous dire. Et il y aura une autre question sur le ministre de Et l'Environnement. c'est toujours étonnant d'avoir économie de partage et Uber dans la même phrase. Ah non, mais c'est Enfin, incroyable, c'est incroyable, tout à fait. Alors, deuxième extrait, deuxième question, ça concerne un député de l'opposition. Quand le sage pointe la lune, l'idiot pointe le doigt, et je vous laisse deviner le rôle métaphorique de Benoît Charette dans ce dicton-là. Si M. Charette avait une fraction de l'indignation qu'il a envers Québec solidaire au sujet de la crise climatique, là, on aurait un vrai ministre de l'Environnement au Québec, et c'est pas le cas. Bon, alors Benoît Charette, évidemment, et le gouvernement de la CAQ, dont François Bonnardel, dénonçaient, en fait, Extinction Rebellion, les activistes qui ont bloqué le pont Jacques Cartier. Mais en même temps, Benoît Charette, et je pense que Gabriel Nadeau-Dubois aussi était fâché envers le ministre Charette qui, quelques jours avant, a dit que la construction du troisième lien allait réduire le réchauffement climatique et qu'il n'y avait pas besoin d'études pour démontrer qu'un troisième lien entre Québec et Lévis serait bon pour l'environnement. Alors la question, en quoi construire un tunnel entre Lévis et Québec va être bon pour l'environnement? A. Comme on est au Québec, le tunnel sera mal construit et quelques mois après son inauguration, il s'effondrera en pleine heure de pointe, engouffrant 1400 automobilistes d'un coup, ce qui aura un effet bénéfique C'est une sur les solution. chemins. Pourquoi pas? Parce que 6 milliards de dollars en fonds publics qui seront nécessaires pour construire le troisième lien ne serviront pas à construire des usines de charbon. Alors quand même, il faut le calculer, ça, il n'y aura pas d'usine de charbon. C, parce que les radios poubelles de Québec ne traiteront pas de tapettes les auditeurs de Lévis qui s'achèteront une voiture électrique pour prendre le tunnel soir et matin. Ou D, parce que le ministre Benoît Charette est un asti de craqué mental. Ah, j'avais pas ça aussi. Alors évidemment, c'est aucune de ces réponses. Ah. Puisque les études le démontrent, la construction du troisième lien va
avoir un impact extrêmement néfaste sur le réchauffement climatique, sur la faune également, sur la flore, mais surtout sur la faune du fleuve. Et encore une fois, cette semaine, moi, de lire que Benoît Charette disait non, on n'a pas besoin. En fait, on n'a pas besoin d'études pour empêcher de le construire, et on a toutes les études qui nous prouvent que c'est bon. C'est incroyable. Comment vous réagissez, Martine Delvaux, à ce genre de... Je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez une fibre environnementaliste. Quand même. Je ne suis pas extrêmement éduquée sur la question Non, encore, mais mais oui, clairement. J'ai une fille de 16 ans qui lutte aussi, qui était une des photographes de Pour le futur pendant la grande manif. Ouais. Qui a fait des photos magnifiques de Greta Thunberg. On est là-dedans. Mais ce déni de nos décideurs... c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Oui, c'est vraiment insupportable. C'est très blessant. Je ne suis pas sûre qu'ils mesurent. En fait, je pense qu'ils ne mesurent pas et qu'ils s'en fichent complètement que, en tout cas, la génération de ma fille, l'éco-anxiété, c'est pas un mythe. Ils en souffrent vraiment, puis c'est présent dans leur tête quotidiennement, tout le temps, à chaque heure. Tous les gestes qu'on pose sont surveillés. Enfin, moi, ma fille, elle est extrêmement sensible à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire, qu'on devrait faire, qu'on fait pas. Donc, ouais, c'est insupportable. Je vous offre un dernier extrait, dernière question. On écoute cet extrait de la candidate bloquiste Nicole Morin. Il n'a jamais été dans mon intention de partager une vidéo de propagande de la meute. Je vous assure que je n'adhère pas à ce mouvement de proche ou de loin. Je trouve qu'on s'attarde à quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Regarde en avant, on est rendu 3 ans plus tard et qu'on aille chercher plus loin dans le passé comme ça. Okay. Ça allait chercher des poux pour en faire des éléphants. Oui, elle est retirée. Je vous remercie beaucoup et bonne fin d'après-midi. Au revoir. Bon, alors, je remets... Assez qu'elle m'a raccroché une ligne, en tout cas. Oui. Alors, on en fait des poux pour en faire des éléphants. J'avais jamais entendu cette expression. Bon, alors, c'est une députée bloquiste de Saint-Maurice. Saint-Maurice-Champlain, donc dans la région... dans votre région, Barbara Judith-Caron? On doit le dire. Ça vous fait chaud au cœur. Hein? Et là, c'est sûr que c'est pas loin de Batiscan. Voilà, elle et 4 autres candidats. En fait, c'est ça. Candidats bloquistes ont en fait dû s'expliquer sur le partage de vidéos et de tweets islamophobes depuis 2016, dont Mme Morin, elle avait partagé une vidéo islamophobe de la meute. Et donc, les autres candidats, on parle de Caroline Desbiens, de la circonscription de Beauport, Valérie Tremblay de Chicoutimi-Le-Fjord, Claude Forgue de Sherbrooke et l'Isabelle Nitoy, candidate bloquiste dans Marc-Aurèle-Fortin, qui, elle, a partagé un article évoquant la consanguinité massive dans la culture musulmane et des effets sur leur intelligence, leur santé mentale ou leur santé tout court. Évidemment, Yves-François Blanchet a dit que ces personnes regrettaient d'avoir partagé ces trucs-là à l'époque, et là, ils ont compris et que tout va bien. Et c'est des excuses que les 5 personnes ont dévoilées à peu près identiques. Alors, ça venait quand même de la centrale. Ça venait de la centrale du Bloc. Alors, ma question est la suivante. Que devrait faire le chef Yves-François Blanchet avec ça? A. Rappeler à sa candidate l'Isabelle Nitoy que la consanguinité est aussi présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le Bloc a toujours été très fort. B. Se faire un blackface et tenter de faire pitié comme Justin Trudeau. C. Demander la démission des 4 candidats. Et E. Mme Nicole Morin est une astie de craqué mental. Évidemment, la démission... moi, je pense que la réponse est D. Yves-François Blanchet aurait dû demander la démission de ces candidats-là. En fait, je pense juste pour montrer... Parce que oui, on peut peut-être penser que ces gens-là ont fait du chemin depuis, sont plus ouverts d'esprit, mais ne serait-ce que pour avoir omis de faire des vérifications d'usage sur les traces des médias sociaux qu'ont laissé ces personnes-là. Et je pense que pour montrer la bonne foi et pour montrer que ça a heurté des gens puis que le Bloc est conscient de ça, mais au-delà de ça, on les laisse là puis on se dit finalement, ils se sont excusés puis je pense qu'ils ont compris. Mais parce que de toute façon, ils choquent pas le public cible pour les votes pour le Bloc. Donc, les gens qui sont choqués ne voteront pas Bloc. De toute façon. Parce que le Bloc est quand même en fulgurante montée au Québec, pas presque à égalité avec le Parti libéral. Je pense qu'ils ont 6 points d'écart, mais quand même, il y a quand même des gens, je pense, au sein du Bloc qui ont sûrement été heurtés par ces comportements-là. Oui, mais je crois qu'ils sont plus attachés au débat anglais avec... Donc, tout le monde, la modératrice du Huffington Post, voilà, qui est une journaliste à la base, mais qui devait être neutre. Mais je pense que là, ça c'est oublié, puis ils sont rendus dans « on n'est pas raciste ». OK. Merci. Et je confirme que c'est la circonscription de mon village. Voilà. Bon, alors vous saurez pour qui voter. Alors voilà, c'était un laboratoire, ce petit quiz. On verra si on garde ça la semaine prochaine. On va prendre vos commentaires à la fin de l'émission. Et si vous avez des gens, les gens à la maison, si vous avez des commentaires sur ça, si vous avez aimé, écrivez-nous. Si vous n'avez pas aimé, écrivez-nous. Et on va s'adapter.
Bon, alors, pendant que je faisais mes petites blagounettes là, sur la campagne tantôt, Paul, vous étiez on duty, comme on dit. Vous avez regardé le débat, le dernier débat. On va pas le résumer au complet parce que c'est ennuyant. Hein? Oui. Mais parlez-nous, par contre, de quelque chose qui est beaucoup moins ennuyant. On l'a pas fait la semaine dernière. Parlez-nous de Maxime Bernier. Comment va Maxou? Ben, j'aurais la difficulté à mieux répondre qu'Andrew Scheer. Maxime, des subventions. Tu ne vas rien imposer. Tu ne vas même pas gagner en bourse. Alors, bon, il y a une chose, par exemple, qui est, je crois qu'il est nouvelle, je vais me le dire si je me trompe, mais dévoiler nos cadres financiers très tard dans la campagne. Il me semble qu'on ne voyait pas ça il n'y a pas si longtemps. Et là, il y a le Parti conservateur et le NPD qui l'ont dévoilé cette semaine, mais on est quand même très avancé dans la campagne. Comment tu vois ça? C'est pas la première fois qu'un parti dévoile son cadre financier après les derniers débats. Reste que ça fait pas très sérieux. Parce que c'est facile de multiplier les promesses, mais vous devez les financer, c'est ça. Oui. On veut voir si les dépenses s'équilibrent avec les revenus, ou à tout le moins, ça va être quoi l'ampleur du déficit quand vous allez revenir à l'équilibre, si c'est votre but. Donc, ça fait pas très sérieux. Par contre, gros bémol, les cadres financiers, souvent, les partis, ils arrivent au pouvoir, puis ils garochent ça au recyclage. Oui, par exemple, Justin Trudeau. Ouais. Parce qu'ils trouvent un trou qu'ils n'avaient pas vu du gouvernement précédent. Aussi. Ça, maintenant, il y a une loi qui empêche cette tactique-là. Ouais. Donc, on ne peut plus prétexter qu'il y avait un trou pour sacrer nos promesses au vidange. Par contre, c'est vrai que les cadres financiers, souvent, ne sont pas respectés. Et à la décharge des partis, il y a des choses que tu ne peux pas prévoir. Par contre, les libéraux ne pouvaient pas prévoir que Donald Trump allait être élu, qu'il allait partir une guerre commerciale. Ouais. Et le prochain premier ministre, peut-être qu'il va avoir à faire face à une récession. Et son cadre financier, ben, il ne voudra plus grand-chose. Hein. Ouais. Bon, alors on va rester dans le thème de la décharge avec Yves-François Blanchet. Est-il écologiste ou jambon? Est-ce qu'il s'en fout? Parce que là, il y a cette semaine aussi, les libéraux ont spiné ça un peu, là, son rapport à la cimenterie Daniel, à l'époque où en fait, le PQ avait mis de l'avant ce projet-là. Et là, on se demande si c'est un imposteur sur le plan environnemental. Non, c'est un véritable écologiste. Par contre, c'est un exemple parmi tant d'autres que le ministre de l'Environnement est jamais aussi fort que son premier ministre. C'est-à-dire, si le premier ministre n'est pas vert, ben, le ministre de l'Environnement, ses moyens sont limités. Yves-François Blanchet, il travaille pour le Jour de la Terre, il croit à l'environnement. La cimenterie Port-Daniel, c'est un cas intéressant et complexe. Oui. Ça va être le plus gros pollueur industriel du Québec. Oui. Donc, c'est difficile de dire que c'est un projet vert. Oui. Et il n'a pas été soumis à un BAP. Oui. Pourquoi? Parce qu'il avait été déposé en 1994, 3 semaines avant l'entrée en vigueur du BAP. Et les promoteurs ont récupéré ce vieux projet-là, puis ils sont servis de ce tour de passe-passe pour ne pas qu'il soit soumis à un BAP. Donc, c'est pas vraiment un projet vert. C'est un projet électoraliste, on va se le dire, là, pour donner de la job tout à fait électoraliste. Ouais. Par contre, l'argument vert, qui est pas fou, c'est de dire que vu que c'est une cimenterie nouvelle, avec des nouvelles technologies, elle remplace des vieilles cimenteries sur la côte nord-est américaine. Et donc, si on regarde ça dans une perspective nord-américaine, ça baisse les émissions, mais ça n'en fait pas un projet qui était plus défendable. Mais pour faire une réponse courte, oui, il est écologiste, mais il était pour un gouvernement qui avait vraiment besoin de gagner pour des votes. C'est comme dire, on construit de nouvelles usines au charbon, mais elles vont être mieux construites, fait qu'elles vont être moins polluantes que les anciennes. Oui, mais le charbon, on veut s'en sortir plus rapidement que le ciment. Je sais, je fais exprès, là, je fais de la propagande. Bon, on va pas encore parler du Bloc, parce que cette semaine, j'en ai parlé un peu tantôt, il y a des candidats, je dis il y a un candidat, mais c'est quand même, bon, on a déterré certains messages ou certains retweets islamophobes, en fait, en majorité islamophobes. Bon, ça date pas d'il y a 10 ans non plus, ça fait à peu près 3-4 ans, c'est pas si vieux que ça. Moi, je trouve que Yves-François Blanchet aurait dû demander la démission. Moi, je pense qu'on aurait dû aller là pour montrer le sérieux qu'on verse pas là-dedans. Imagine-toi qu'une seule de ces personnes-là soit élue. Oui. Forcément, elle va représenter des musulmans. Ben oui. Et ça va être une personne qui va avoir dit, parce qu'on a plusieurs options dans les propos anti-musulmans, par exemple, soit qu'il y a de la consanguinité, qui les rend inférieurs, ou que la thèse du grand remplacement va s'avérer, etc. Non, ça, tu peux pas... c'est rendu indéfendable. Ouais. Je sais pas si stratégiquement ça lui aurait nui, mais sur le plan des principes, oui, mais bon, écoute, il est rendu à la fin de sa campagne, puis il s'est dit les gens vont oublier. Ouais. Surtout que c'est pas des candidats vedettes. Non, effectivement. Bon, là, je veux qu'on revienne sur quelque chose d'étonnant que j'ai appris hier, en fait, parce que ça se passe au National Post, qui ont un
peu vendu leur une. On sait que c'est une pratique qui existe depuis longtemps, mais c'est souvent pour de la publicité, en fait, des voitures, entre autres. La presse a déjà fait à une certaine époque. Je pense que les gens de Montréal aussi. À l'époque où on était riches. Oui, voilà. Oui. Donc, le National Post qui publie une espèce de page qui dit que Justin Trudeau est le pire hypocrite de l'histoire de la politique canadienne, ou presque. C'est pas tout à fait phrasé comme ça, mais ça veut dire ça. Et cette semaine, entre autres, on sent en fait une grande stratégie parce que les conservateurs ont arrimé leur discours avec cette pub-là qui vient du Council for Growth, qui est une espèce de think tank de droite saskatchewanais. C'est quand même nouveau, ça, cette désinformation-là, parce qu'on peut parler de ça. Comment tu réagis, toi, en tant que spécialiste? En tant que spécialiste, là, c'est différent. Je pensais que la question s'adressait aux citoyens. Moi, mal. Je réagis mal. Écoute, je me suis réveillé, j'ouvre le National Post sur ma tablette, puis je vois cette pub-là. Puis la couverture du National Post était rendue tellement anti-Trudeau que j'ai même pas pensé que c'était une pub. Ça, je me suis dit, ils vont encore un petit peu plus loin. Puis bon, ça a l'air qu'ils prennent position officiellement contre Justin Trudeau en demandant de voter conservateur. Puis là, je vois que c'est une pub. Je me dis, peut-être que le caractère Word 1,5 n'était pas le caractère le plus pertinent à utiliser en bas de page ou en haut de page, je pense, pour dire que c'était une pub. Là, donc, j'ai eu un malaise. Parce qu'en plus, on apprenait cette semaine que les conservateurs ont créé un site Internet qui relaie une fausse nouvelle selon laquelle les libéraux voudraient imposer le profit sur la vente d'une résidence principale. Et c'est faux. Tout ça est faux. Et on persiste, dans le fond, là-dedans. C'est comme la désinformation qu'on voyait beaucoup dans les campagnes américaines. On dirait que c'est rendu ici. C'est que les conservateurs importent, en fait, cette pratique politique-là qui est quand même nouvelle. Oui, il y a une différence entre jouer avec les faits et un mensonge pur et dur. Oui. Et ça, c'est troublant. Puis on voit que les gens qui pilotent la campagne d'Andrew Scheer, en tout cas au moins un des dirigeants de la campagne d'Andrew Scheer, était derrière Rebel Media, le média d'extrême droite conspirationniste délirant d'Ezra Levant. Donc ceci mène à cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se prémunir de ça? Parce que là, on se rappelle avant la campagne, quand Maxime Bernier avait dit que lui, il trouve qu'on devrait arrêter de parler de réchauffement climatique parce qu'il n'y croit pas. Et le directeur général de l'élection avait dit là, si les groupes environnementalistes qui vont contester ça vont être inclus, en fait, devront inclure ça dans les dépenses électorales. Mais là, ça semble pas être comptabilisé. Une pub comme ça achetée au National Post. En tout cas, à date, le directeur de direction n'a rien dit. Il n'a pas tapé sur les doigts ni du National Post, ni du Council for Growth. Il y a comme un déséquilibre, en fait. Il y a deux plans. Le premier, ça serait de se fier sur les gens. Donc, c'est voué à l'échec parce que c'est difficile de demander aux gens avec leur jugement instinctif devant leur cellulaire en 2 secondes de tout de suite faire la distinction entre une fausse nouvelle et une vraie nouvelle. L'autre solution, c'est d'essayer de jouer avec les règles, mais c'est un jeu du chat et de la souris. Là, toujours essayer d'ajuster nos règlements. Puis il y a des gens de mauvaise foi qui vont se faufiler, mais c'est une lutte. C'est comme la lutte contre le crime, la lutte contre la désinformation. Il y a des personnes vigilantes qui la mènent, mais c'est un combat à refaire. La campagne achève. Comment tu perçois le dérapage? On sait que le Bloc est sur une lancée quand même au Québec qu'on n'avait pas prévu. As-tu l'impression que ça va se poursuivre, que ça va jouer dans les résultats des 2 autres partis au Québec, entre autres? Et sur la campagne canadienne, forcément, parce que le Québec est quand même... Mais la campagne canadienne, c'est l'Ontario, vraiment, là, qui va être la province décisive. Et bon, c'est un peu un pléonasme de dire ça, parce que c'est là qu'il y a le plus de sièges. Ce que je surveille à la fin d'une campagne, quand tu regardes les sondages, c'est les pentes. Parce que souvent, on a été surpris par les résultats, les néo-démocrates en 2011, l'ampleur de la victoire caquiste en 2018. Parce que quand un parti est sur une pente, on ne sait pas à quel moment le sondage a été fait. Est-ce que la pente ascendante ou descendante s'est poursuivie? Puis là, les pentes ne sont pas si importantes, là, mais quand même, on voit que les gens remontent du NPD. Oui, c'est ça. Il reste du temps pour ralentir. Exact. Il reste du temps pour appliquer les freins ou pour continuer sa folle ascension. Jack Meeting n'est pas dans une folle ascension. C'est un succès d'estime. Écoute, on pourrait dire que c'est comme un bon groupe de rock indépendant, mais va-t-il gagner son Grammy? On n'est pas encore rendu là. Merci, Paul. Merci. Paul. Écoute, tes éclairages font de nous, je pense, de meilleurs citoyens. Merci. Je vais jusque-là. Bonne semaine.
Alors, on va y aller tout de suite avec l'entrevue avec Martine Delvaux. Alors, ce qu'on entend, c'est une très mauvaise chanson. C'est Bad Boys de Miami Sound Machine, de l'album en 85, le même album avec Conga. J'ai pensé à ça, je me rappelle au secondaire, ça avait eu un petit succès. Alors, Martine Delvaux, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir, merci de me recevoir. Vous êtes ici parce que vous publiez, ça fait quelques semaines, ça fait pas très longtemps que le livre est sorti? Non, il sort la semaine prochaine. Il sort la semaine prochaine, parce que moi j'ai eu une copie, faut pas dire ça. Il est imprimé, là, il vient d'arriver de chez l'imprimeur aujourd'hui. Donc, il va sortir la semaine prochaine, qui s'appelle le Boys Club. Oui. En fait, Boys Club, pas le Boys Club, c'est Boys Club. Non, je pense que c'est le Boys Club. Je pense qu'on a mis l'article. OK. Alors, c'est votre 7e essai. Parlez-nous de vous un peu pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes enseignante, vous êtes prof, en fait, enseignante, on ne dit pas ça. À l'université, on ne dit pas enseignante. Hein? Ben, on dit prof, mais bon. Okay. Hein, donc, je suis prof à l'UQAM depuis 1996. Oui, j'enseigne la littérature des femmes, des études féministes, et je suis écrivaine. Et là, j'avoue, ce livre-là a pas été facile. J'ai beaucoup aimé ce livre-là, en fait. J'ai beaucoup aimé votre plume, sincèrement. Pour un essai, souvent, le style est souvent pas quelque chose qui est mis de l'avant quand on écrit un essai, ou en tout cas, le lecteur, on le perçoit moins. Ouais. Et là, je trouvais que c'est vraiment extrêmement bien écrit. C'est un livre qui, je dois le dire, m'habite encore après sa lecture, parce que c'est pas une lecture agréable. Non, c'est clair. Le déclic, quel était le déclic pour écrire parce que ce qu'on retrouve dans le livre, c'est des choses on vous a entendu dire sur certaines tribunes, entre autres à Radio-Canada, Plus on est de fou, plus on lit. Moi, c'est là que j'ai entendu le plus souvent. Le déclic pour avoir écrit ce livre-là sur le Boys Club? Ben, j'ai fait Les filles en série en 2013, qui était sur la figure des femmes reproduites, donc en série, sérialisées, les mannequins de mode, les ballerines, tout ça. Et à l'époque, une des questions qui arrivait en premier, c'était « Oui, OK, c'est bien beau, mais les hommes... Oui. » Et, donc, la représentation des hommes... En série, oui. C'est-à-dire que tous habillés pareil, les soldats, l'armée, l'Église, toutes ces grandes structures. Et j'avais d'emblée répondu « Mais quand les hommes sont mis en série, c'est au nom du pouvoir. » Puis je fermais le dossier, puis je repartais sur les femmes. Mais pendant des années, j'ai accumulé du matériel, j'avais énormément d'ouvrages, d'articles, et je voulais écrire un livre sur le Boys Club. C'était sûr que c'était comme la suite. Et il y a eu Agression non dénoncée, après ça, il y a eu moi aussi, puis j'en ai eu un peu marre. Et j'ai dit à mes éditrices, j'ai pas envie d'écrire sur les hommes. Je suis désolée, mais j'ai vraiment pas le goût. Et je voulais écrire sur les femmes, je voulais parler de solidarité féminine, j'avais pas envie de parler des hommes. En février dernier, il y a eu l'affaire du LOL en France. La Ligue du LOL, Et j'avais écrit 2-3 articles sur le Boys Club et les Français l'ont repéré. Et j'ai fait énormément d'entrevues en quelques jours. Ouais, parce que pour eux, c'était comme une révélation, honnêtement. C'est cette expression-là, je pense qu'ils s'en servaient pas tellement, alors qu'ici, c'est assez courant. C'est un peu un cliché. On le balance un peu de toutes sortes de façons. Et voilà. Donc, en fait, le déclencheur pour répondre à votre question, c'est que l'expression le Boys Club, je voulais la décortiquer, je voulais savoir ce que ça voulait dire. Fait que d'une part, faire un peu l'historique de cette expression-là, voir d'où ça vient, et puis aussi le voir comme une figure, dire voir, mais qu'est-ce que c'est? Et la question que je me posais, c'était, mais que font les hommes ensemble? Oui. C'était ça la question. Oui, parce que c'est intéressant, là, je vais parce que le livre est truffé de références. La bibliographie est quand même assez impressionnante. Moi, beaucoup de notes en bas de page. En fait, en fin de livre maintenant. Mais c'est intéressant parce que si on veut approfondir, on a vraiment tout ce qu'il faut pour aller vraiment très loin. Vous citez entre autres James B. Twitchell, que je ne connaissais pas, mais qui dit « Les femmes deviennent féminines contre l'arrière-plan des hommes, alors que les hommes deviennent masculins en compagnie d'autres hommes. » Ça, c'est vraiment central. Et lui, son livre, il est organisé suivant une série de lieux. Ce qui était un peu mon point de départ, en fait, au tout début de ma recherche. J'étais intéressée par les lieux, fait que le vestiaire sportif, le camp de chasse, le Parlement. Puis c'est à l'infini. Hein. Je veux dire, mon livre, il fait 200 pages, mais il faudrait 3 encyclopédies, et encore. C'est vraiment la pointe de l'iceberg. Donc, le nombre de références est là parce que je voulais me backer, donc clairement. Oui, parce que c'est des lieux où vous n'avez pas accès. Ce que je dis, le point de départ, du livre, c'est de dire, mais comment est-ce que moi, je peux oser écrire un livre comme celui-là en tant que femme? Mais bon, les hommes, depuis des siècles, ne se gênent pas d'écrire sur les femmes. Donc, je me suis dit, OK. Du woman's planning, en fait, avec ce livre. Je fais du woman's planning contre le gars qui commence. Mon livre commence avec cet épisode, de cette anecdote où il y a un homme qui m'attrape. Dans vos cours? En fait, c'était une table ronde. J'étais invitée, et puis il était au fond de la salle, puis il m'a attrapé, puis il a dit, mais qui est responsable de cette domination masculine, mais il me regardait pas, c'était clair que c'était bon.
que c'était mais vous vraiment avez bien humiliant. répondu, mais vous avez regretté aussi après d'être embarqué dans... Ouais, je pense que j'aurais voulu ne pas répondre. Parce que, bon, parfois, parce que je me fais souvent attaquer quand même. Là. J'ai un peu l'habitude, mais selon les lieux, des fois, je refuse de répondre. Des fois, je reste silencieuse et la personne, enfin l'homme, parce qu'en général, c'est des hommes, va quitter la salle ou va m'envoyer promener. Mais je pense que j'ai le droit de ne pas répondre à des questions qui sont des fausses questions. Ouais. Qui sont là juste pour vous... Ah, juste pour m'humilier, m'emmerder. Ouais. Bon, le Boys Club, vous commencez en décrivant beaucoup les clubs privés, en fait. Ouais. Anglo-saxons, on doit le dire. Oui, britanniques au départ. Et américains également. Ouais. Et c'est drôle parce que vous y allez d'une phrase, en fait, puis je vais la lire parce que vraiment, moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est le continuum des rapports entre femmes est beaucoup moins rigide que celui des hommes. Entre femmes, il est plus facile de passer de l'érotique au politique, au social, à l'économique qu'avec les hommes. Et vous décrivez souvent que dans les boys clubs, il y a cette idée-là que les hommes doivent entre eux paraître extrêmement virils, mais on est dans le... On ne doit pas être dans l'homoérotisme, mais il y a forcément un peu de ça. Donc, il y a une grande rigidité, en fait. Oui, complètement. Ce qui est intéressant avec le Boys Club de la fin du 19e, là, parce qu'à Londres, il y en avait énormément à cette époque-là, puis ça reste encore aujourd'hui, bon, beaucoup moins au Canada, même si on a été influencé, puis il y a une époque où il y en a eu, il y en a encore aux États-Unis, bon. Mais ces Boys Clubs étaient vraiment en réaction au foyer domestique. Le foyer domestique est un lieu où les hommes, tout d'un coup, à cause de l'ange au foyer, le fait que les femmes étaient à la tête de l'organisation domestique des réceptions, bon, tout ça, les hommes avaient moins de pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Boys Club est devenu comme une deuxième maison. Des fois, ils revenaient de voyage, ils allaient d'abord au Boys Club, et après ça, ils allaient chez eux. Ils recevaient leur courrier là-bas, bon, ils mangeaient là-bas, ils dormaient là-bas. Fait qu'il y a une proximité des corps, des corps masculins, des corps entre eux, qui est vraiment intéressante. Et je pense que ce qui m'intéresse dans le Boys Club, puis je ne l'ai pas creusé, mais il faudrait le creuser, c'est ce qui sous-tend ce que les hommes font ensemble. C'est une forme d'homoérotisme. Donc, une homosexualité refoulée, pas admise, pas assumée, peu importe, et même peut-être pas une vraie homosexualité au sens propre, mais en tout cas, une attirance pour l'autre homme, un désir d'être vu par l'autre homme, de se gonfler devant l'autre homme et d'exister dans son regard à lui. C'est ça qui m'intéressait. Parce que c'est le seul qui peut reconnaître. C'est ça, c'est l'autre homme qui donne le pouvoir. Oui, c'est que ça se passe entre eux, en circuit fermé. Qu'il s'agisse d'une table, d'une salle de conférence ou qu'il s'agisse d'une scène absolument terrible comme celle d'un viol collectif. Ça se passe pour l'homme, contre ou sur le dos d'une population ou, en l'occurrence, d'une femme. Évidemment, le livre ne parle pas que des clubs privés britanniques. Parce que vous parlez d'architecture, entre autres. Puis moi, je trouvais que c'est un chapitre, en fait, une partie de... Parce que c'est plus qu'un chapitre, je pense, sur l'architecture, mais c'est vraiment intéressant parce que vous dites... moi, c'est un domaine que je ne connais pas, l'architecture. Je n'ai pas d'architecte dans ma famille. Puis ça semble un domaine assez clos, en général. Assez technique aussi. Complètement. C'est très lié à l'ingénierie, à la construction. Oui, c'est ça. Et là, vous parlez du fait que c'est très, très blanc. C'est très, très... Les femmes ne sont pas bienvenues. En tout cas, en général. C'est vraiment masculin comme milieu. Là. Et ça finit par faire des villes qui sont genrées, en fait. Oui, qui sont construites par les hommes. Mais ça, développe un peu là-dessus. Je veux vous entendre parce que comment on peut donner des exemples pour les gens à la maison, ou en tout cas les gens qui nous écoutent, de comment une ville peut être genrée? Bien, la ville est genrée d'un point de vue d'urbanisme. Elle est forcément genrée. Par exemple, les gens qui ont étudié comment les villes sont construites, est-ce que les stades sportifs ou les lieux de sport, par exemple, sont pour des sports qui sont majoritairement pratiqués par des garçons ou des hommes? Dans la plupart des cas, c'est ça. Hein? Donc, si on fait un skating park, je veux bien que les filles fassent du skate. Moi, ma fille, elle en fait, mais elle me dit tout le temps, je suis vraiment la seule fille parmi une gang de gars. Mais ça serait quoi des sports de filles? Parce que il faut y penser. Je ne sais pas si on peut répondre à toutes les questions comme super rapidement, mais il faut y réfléchir. Oui. C'est ça, en fait. Mon livre, il ne donne pas nécessairement de réponse, mais il dit, je pense que j'essaie de dire, il faut se poser ces questions-là. Les choix qu'on fait ne sont pas innocents. C'est tout. Après, les choix qu'on fait en tant qu'urbaniste, les choix qu'on fait d'organisation des rues, quand il y a des ruelles, est-ce qu'elles sont éclairées? Est-ce qu'on peut marcher avec prudence? L'autre jour, je donnais une entrevue à quelqu'un qui voulait que je parle de la peur des femmes, et je disais, mais les femmes n'ont pas peur. Les femmes sont vigilantes, parce que les villes ne sont pas organisées pour qu'on se sente en sécurité. Encore aujourd'hui, après les Take Back the Night et toutes les manifs qui ont eu lieu dans les années 70-80, là, je veux dire, on en a encore là. Donc, le côté genré d'une ville, ça a à voir avec ça, entre autres. Mais il y a plein d'autres façons de... Mais c'est intéressant. Puis c'est sûr que pour un homme, je le sais, moi, il y a des quartiers à Montréal où moi-même, je vais être plus vigilant, mais je n'ai pas à avoir cette vigilance-là en tout temps. Alors qu'une femme... On la développe. La grande question...
Mon Dieu, quand on décide d'aller dehors, quand on décide d'être dans la rue, on est consciente du risque qu'on prend. Il faut réfléchir à beaucoup de choses, en fait. C'est plus ça. que l'homme. Ouais. Et sur c'est pas... l'habillement, sur le... Oui, il y a comme plein de paramètres à prendre en considération. Ouais. Et il y a un moment où on a beaucoup... puis il y a des féministes qui le disent, et je comprends très bien pourquoi, on rend les femmes responsables de ça. On dit qu'il faut arrêter d'élever les filles comme devant avoir peur. OK. Moi, j'ai jamais dit à ma fille, il faut que tu aies peur. Ma fille a peur. C'est tout. Et elle s'organise pour pas être en danger. Mais c'est pas moi qui lui ai assené les oreilles. Bon. Donc, il y a quelque chose qu'on sent. On le sent, on le sait. Margaret Atwood a cité une étude il y a pas si longtemps qui expliquait que les femmes ont peur de se faire tuer. Ouais. La plus grande peur qui arrive rapidement, et les hommes ont peur d'être humiliés. Oui, je le cite dans mon livre. Oui. Oui. Donc, c'est quand même... En fait, c'est une citation qui est attribuée à Atwood depuis très longtemps, mais c'est ça. Donc, il y a une énorme différence quand on dit « Mais c'est quoi ta peur la plus grande? » Mais moi, c'est ma peur la plus grande, c'est de me faire violer puis de mourir. Mm-hmm. Ben, un homme, ça va être qu'on rit de moi. Puis ce que je dis dans le livre, c'est que non seulement les femmes se font violer et assassiner, mais on rit d'elles, en plus. Ouais, c'est... Bon, on parlait d'architecture. Vous parlez également du film de Denis Arcand, Le règne de la beauté. Puis je veux qu'on en parle, pas tant de ce film-là, qui est pas très bon, mais... Ce que je dis pas, hein? Non, mais vous pouvez. Non, mais moi, je le dis parce que moi, je devais le revoir pour cette année-là, parce qu'on va parler, en tout cas, d'un sujet précis. Et c'est pas bon, on va se le dire. Là, c'est pas, mais bon, c'est pas grave, on a fait des bons. Mais c'est que dans ce livre-là aussi, ce qui ressort énormément, puis dans votre... bibliographie aussi, dans votre personnel de livre, vous avez écrit, c'est que vous êtes une grande cinéphile. En tout cas, moi, je devine. Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup le cinéma. Oui, je l'aime, mais vraiment comme... je ne suis pas une experte du cinéma. Je n'ai pas étudié là-dedans. C'est un objet comme un autre, mais c'est un objet que je privilégie ou que j'aime de plus en plus. Ouais. Mais là, vous êtes que regardez en tout cas, il y a un passage où vous n'êtes pas la seule. Je pense que vous relatez aussi l'observation d'autres féministes qui aiment beaucoup le cinéma. C'est que vous le regardez avec la grille d'analyse féministe gâche un peu le plaisir parce que vous vous rendez compte comment la symbolique des films est très forte, a un impact aussi, je pense, sur la société. En tout cas, c'est ce que vous avancez. Puis que c'est difficile de regarder un film juste comme ça, innocemment, parce que vous voyez des choses qui heurtent, en fait, vos sensibilités féministes. Il n'y a plus d'innocence. C'est la critique, c'est Manola Dargis, qui est la critique du New York Times, qui dit, mais après moi aussi, comment je fais maintenant? Comment je fais pour regarder des films? Puis elle dit, mais je peux plus être paresseuse. En fait, elle dit, je peux plus les regarder puis ne rien dire. Avant, ça passait, maintenant, ça passe plus. Et c'est vrai que les choses ont changé. Moi, j'en ai vu des tonnes de films. Je vois des merdes, je vois plein de choses. Là. Vraiment, je suis pas une cinéphile au sens, les grands films, la culture cinématographique. C'est pas ça. Là. J'ai vraiment un plaisir que je prends au cinéma. Je pense qu'aimer beaucoup les films, on peut se dire cinéphile sans être une théoricienne. Ben oui, oui, mais je veux dire, ce que je suis en littérature, je le suis pas au cinéma. J'ai pas la même formation, j'ai pas le même regard. Mais c'est vrai que autant je peux prendre plaisir à un tas de trucs, il y a des choses qui me heurtent vraiment, mais elles me heurtent pas parce que je suis ultra sensible et puis féministe un peu, comme on aime dire, là, frustrée, puis tout ça, là, c'est pas ça du tout. C'est qu'il y a un moment où je me dis, mais à qui s'adresse la caméra? Qui est derrière cette caméra? Comment elle regarde les corps des femmes? Et moi, je suis dans le public, et tout d'un coup, je me dis, attends, mais cette caméra-là, elle est pas pour moi, elle est contre moi. Et c'est là que je me fâche. Mais je me fâche pas. Il a le droit de faire son film comme il veut. La question n'est pas là. C'est probablement un très bon film. Je peux même lui accorder que c'est un très bon film, mais j'ai le droit de dire que moi, ça ne m'intéresse plus de voir des films comme Hélène ça. Hélène Faradji, c'est votre travail dans la vie de regarder des films. Comment vous recevez cette façon-là de voir le cinéma? Mais je pense que moi aussi, j'ai une sensibilité féministe quand je regarde les films qui transparaît à travers ce que je peux voir, qui m'interpelle dans les films. Mais j'ai l'impression que ma féminité, moi, je l'ai construite en regardant les films. Depuis toute petite, j'ai eu des modèles qui ont été fantasmés, qui ont été imaginés, qui ont été sublimés, qui étaient peut-être très loin de la réalité, mais c'est ce qui a construit ma féminité aussi. Et j'ai l'impression d'être devenue une femme forte, indépendante, qui arrive à pas trop avoir peur en pensant à Ellen Ripley, en pensant à Léa, en pensant aux héroïnes d'Almodovar, en pensant... Et ce qui, parfois, me dérange un peu avec les analystes purement féministes du cinéma, c'est que j'ai l'impression qu'on jette beaucoup le bébé avec l'eau du bain. Dans le sens où ce qui était avant a une connotation plus négative et que maintenant, on serait plus sensible à ces questions-là. Mais moi, les plus grands films féministes que j'ai vus,
c'est les films de Mike Leigh, c'est les films d'Almodovar. Vera Drake de Mike Leigh, je trouve que c'est un des plus grands films féministes jamais faits. C'est sur une faiseuse d'anges dans l'Angleterre des années 50. Je pense que les hommes les hommes réalisateurs peuvent avoir une sensibilité et une façon d'aider les femmes à prendre possession de leur féminité extraordinaire. Il y a des connards, il y a des machos, hein. C'est pas du tout ce que je dis, mais je pense que dans le regard d'un homme cinéaste, il peut y avoir des choses extrêmement positives pour la façon dont on se construit comme spectatrice. Mais je dis pas le contraire. Puis en fait, moi, quand j'ai critiqué des films ou quand je me suis un peu énervée sur la place publique sur des films, c'est des films actuels. C'est pas des films avant. Je relis pas l'histoire du cinéma en disant ça n'a pas de bon sens. Non, je suis complètement dans l'actualité. C'est des films faits maintenant pour lesquels il y a des gros budgets et beaucoup de promotion. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte de colonisation de l'imaginaire et c'est ça qui m'énerve. C'est même pas le film en tant que tel, c'est pas le réalisateur en tant que tel, c'est pas vraiment, j'en ai rien à cirer, mais il y a un moment où si on est tous complices, on nous dit c'est ça que vous devez voir, c'est ça que vous devez aimer, c'est ça qui est bon. Et moi, je dis, bof, on peut-tu se poser la question? On peut-tu juste se demander si c'est vrai? Cette unanimité-là, elle n'existe pas tant que ça. Non, mais il y a une unanimité en termes de promotion, une unanimité. Oui, mais ça, c'est tout le monde encense le même film. Moi, des fois, j'ai le goût de prendre l'envers du truc puis de dire, peut-être qu'on peut rentrer par une autre porte puis voir le film un peu différemment. Mais ce qui peut aider, c'est de faire en sorte que l'esprit critique généraliste se développe. Pas seulement d'avoir une lecture féministe. Il y a des films qui ne résistent pas à la lecture féministe, mais ça ne les empêche pas d'être des bons films. Non, tout à fait. Moi, je pense qu'il peut y avoir des films uniquement masculins, des films uniquement féminins. Mais moi, je pense... Toi, vous parlez de féminité, des films masculins. Moi, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, il n'y a pas de féminin, de masculin. Moi, je ne me suis pas construite ma féminité. C'est des concepts qui, pour moi, ça n'existe pas pour moi, ça. On est dans une société, puis il y a des motifs, il y a des valeurs, il y a des figures, des choses qui circulent, mais moi, je me suis pas construite comme femme. Je ne fonctionne pas comme ça. Mais l'empreinte que laissent les œuvres d'art sur l'imaginaire est très forte. Absolument, c'est la prémisse de mon livre. Elle fait en sorte qu'on se construit. Il y a un imaginaire général. Il y a une sorte de grammaire générale qui nous amène, nous induit à comprendre ce qu'est une femme, à identifier ce qu'est une femme ou un homme. Et ça peut être problématique. C'est ça qui m'intéresse. Oui. Et ça, c'est problématique. Parce qu'entre autres, puis ça revient souvent parce que, là, on ne pourra pas décortiquer tout le livre parce que c'est vraiment un livre qui est très touffu, mais c'est dans tous les cas, qu'on parle des boys clubs, qu'on parle du cinéma, qu'on parle d'architecture, c'est le problème souvent, c'est le manque de diversité. Ben oui, absolument. Ça revient souvent. Vous parlez beaucoup en fait de l'homme blanc hétérosexuel qui est à la tête de bien des domaines et qui imprime. Est-ce que d'un certain âge, d'un certain milieu économique. Oui, c'est surtout ça. Et d'ailleurs, vers la fin du livre, j'aurais pu parler du capitalisme et absolument, et moi je trouve que ça c'est central en fait. Beaucoup plus que le fait d'être hétérosexuel ou être blanc, oui, mais le manque de diversité, c'est ça le problème, en fait. Mais c'est ce que ça veut dire. Le Boys Club veut dire un manque de diversité. C'est vraiment le sens du truc. Donc, quand on parle même de parité en politique, c'est pas suffisant de dire parité homme-femme. C'est parité en termes de diversité. Ça sert à rien de prendre un Boys Club puis de le remplacer par un club de femmes. Là. Ça serait la même chose? Est-ce que ça serait la même chose? Est-ce qu'il y aura moi, je pense pas. C'est pas un bon modèle. Le modèle, il faut qu'il soit diversifié. Oui. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une multiplicité de populations qui sont représentées autour d'une table. Donc, non, pour moi, la réponse au Boys Club, c'est pas le Girls Club. Je finis le livre en disant ça. C'est pas une solution. Ça existe quelque part. Les Girls Clubs, ce sont les médias sociaux. En train de vous parler que, en fait, cette problématique-là des clubs privés exclusifs, c'est transposé sur les médias sociaux, entre autres. Oui. Les incels, la Ligue du Log. Parlons des incels. Et la Ligue du Log, oui. Vous en parlez un peu des incels vers la fin, en fait, du livre, à peu près bon. Phénomène vraiment troublant. Que moi, j'ai découvert beaucoup avec les livres de Michel Houellebecq, parce que Michel Houellebecq, un peu sans même le savoir lui-même, a décrit, en fait, ou a mis ces personnages-là. Oui, je sais que les gens n'aiment pas Michel Houellebecq parce qu'il est misogyne, mais il fait des livres très divertissants. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que, au-delà, évidemment, il faut qu'on en ait ça, mais moi, il y a une partie de moi qui a envie de comprendre comment tu fais pour en arriver là. Il y a une misère, en fait, sexuelle et émotive derrière ça aussi. Oui, mais sauf que cette misère, moi, j'y connais pas tant. Je le mentionne dans mon livre, mais je me suis pas intéressée à ce phénomène-là. Ça prend pas tant de place que ça, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler. Oui, je pense qu'il y a un documentaire qui sort en même temps qui va porter là-dessus. C'est des hommes humiliés, en fait. Mais qui ont vécu leur
peur. Oui, c'est ça, mais en même temps, c'est comme si ce qu'il y avait derrière cette humiliation-là, c'est l'impression d'être, j'ai le mot en anglais qui vient, là, entitled. Comme s'ils avaient le droit, eux, ils devraient avoir le droit à une femme. C'est ça qui me... Mais d'où? Mais c'est ça, c'est problématique. Aussi, avoir le droit d'avoir une vie amoureuse et pas l'avoir. Parce que dans le fond, là, dans les livres de Michel Houellebecq, ce qui ressort, c'est que c'est des gars pas beaux. C'est qu'on est... En fait, la théorie de Houellebecq, là, je veux pas dire que ces gens-là, faut les prendre dans nos bras puis les victimiser. C'est pas ça que je dis. Oui. Mais c'est que la théorie que je trouve intéressante chez Houellebecq, c'est qu'on est tous, dans le fond, sur le marché de l'amour. En fait, le néolibéralisme a colonisé les relations personnelles. On est tous des marchandises sur ce marché-là et il y a des marchandises qui s'en sortent mieux que d'autres. Je sais que c'est plate et il y a des laissés pour compte. Et chez les femmes et chez les hommes. Chez les femmes, ça va être celles qui ne correspondent pas au modèle de beauté, au modèle Évidemment, leur détresse ne s'exprime pas par je vais aller loin pick-up puis je vais aller rouler sur une foule. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, on l'extériorise. Puis là, je pense qu'on... mais je pense pas qu'il y a une femme qui viendrait te dire non, mais moi, j'ai le droit d'avoir un homme, je mérite d'avoir un homme, je suis justifiée d'avoir un homme, je suis entitled, c'est mon droit. C'est mon dû socialement. Voyons, ça vient d'où, ça? Ouais. C'est ça qui, pour moi, mérite d'être interrogé. Et ça me fait penser, quand j'ai lu ce... Puis, tu sais, aussi, quand on parle d'extrême droite, je lisais... je pense que c'est un chercheur qui venait présenter ses travaux à l'ACFAS, le dernier congrès de la recherche en sciences humaines, et qui, lui, s'est intéressé au mouvement d'extrême droite. Et il s'était rendu compte que les gars, parce que c'est beaucoup des hommes qui avaient la même impulsion que les femmes, entre autres, qui sont dans des mouvements féministes, souvent, c'est-à-dire ce sentiment d'empowerment, d'agentivité, d'une perte du contrôle de leur vie. C'est peut-être ces mêmes gars-là qui votent pour Donald Trump aussi. Il y a un lien direct, je pense, entre les incels et les suprémacistes blancs. Mais dans tout ça, il y a peut-être cette idée-là que, au même titre que d'autres classes de société, c'est des gens qui n'ont pas d'emprise. Qui ont l'impression de perdre le contrôle. Et malheureusement, ça se manifeste d'une façon qui est néfaste pour la société. Mais je ne sais pas si un jour on va être capable de fouiller ça, parce qu'évidemment, c'est dur d'infiltrer ces groupes-là. Mais moi, je trouve ça vraiment fascinant. C'est extrêmement épeurant. Mais j'aimerais comprendre c'est quoi. Parce que moi, je suis un gars. Moi, je suis... oui, j'ai certains privilèges et jamais me viendra l'idée. Je comprends pas, en fait. Puis votre livre nous interpelle en tant qu'homme, en tout cas, en tant qu'homme hétérosexuel blanc. C'est sûr. C'est extrêmement interpellant parce que je me sens pas, je sens pas avoir accès à ces clubs-là non plus, parce que aussi c'est des clubs qui sont, c'est la haute bourgeoisie. Complètement. Sauf que ça se manifeste ailleurs dans toutes les parties de la société. Oui, puis en fait, je pense que mon livre, s'il peut servir à quelque chose, je pense que dernièrement, je me le vois comme un outil diagnostique. C'est que le boys club, c'est une sorte de virus. Puis vous le dites dans le livre, vous n'apportez pas de solution, c'est une réflexion. Non, c'est une réflexion, mais c'est une manière de dire, OK, si on le voit ici, on le voit là, c'est évident, on peut penser au boys club londonien, puis on le voit, c'est clair. On pense à Donald Trump, tout d'un coup, on dit, OK, c'est pas juste lui, mais c'est tous ceux autour de lui, puis qui le maintiennent en pouvoir et tout. Mais tu sais, de la même façon, moi, quand j'ouvre un journal, puis que je regarde des lettres d'opinion, puis jour après jour, c'est que des hommes, puis des fois, il y a une femme, je dis, intéressant boys club. Quand on couvre les concerts, par exemple, ou les albums BD, ou les romans, ben là, tout d'un coup, boy, peut-être une femme. Je dis, hey, crime, tu sais, à chaque fois. J'ai pas eu le temps de seul chroniqueur mâle autour de la table aujourd'hui. C'est un hasard en passant. J'ai pas pu faire honneur à votre livre. J'ai pas eu le temps de le lire. Fred m'avait envoyé le document, mais j'ai pas... Parce que je regardais des documents visuels de la commission qui faisait des auditions sur le projet de loi 34 dont je parlais tantôt, et j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec le titre, parce que ce que j'ai vu, c'est un gars en veston avec une cravate, puis un autre, puis c'est des experts qui arrivent. J'en ai vu, je sais pas, j'en ai vu 20, et j'ai vu 2 femmes qui étaient assises sur le côté, qui n'ont pas parlé, mais ils étaient toutes à peu près dans le même groupe d'âge. Puis je me suis vraiment dit, mais c'est la première fois de ma vie où je me disais, coudonc, ça a l'air un peu fou. Le premier débat des chefs, c'était la même chose. C'était ça, mais terrible, j'ai un chapitre dans mon livre sur le complet cravate-veston. Je veux dire, c'est intéressant. L'uniforme de la masculinité, c'est Stéphane Laporte qui l'écrivait dans la presse après le débat des chefs en disant ils sont tous pareils, c'est juste des teintes de bleu qui sont légèrement différentes. Le bleu de Justin Trudeau, c'est... Et alors, il faut pas oublier non plus, quand je dis, gars, puis peut-être une fille, c'est la schtroumpfette. Puis là, le phénomène de la schtroumpfette, ça...
je commence à en avoir ras-le-bol, vraiment. Oui, ouais. Peut-être nous résumer un peu cette idée-là du concept de la Schtroumpfette. Pauline Marois a beaucoup subi, d'ailleurs. Ah ben oui, mais les femmes en politique, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, mais la Schtroumpfette, c'est un principe qui a été élaboré par Kat Hippolyte dans le New York Times au début des années 90, donc ça fait un bout. On l'a mieux connu ici par Nelly Arcan, parce que dans Putain, c'était une des métaphores qu'elle utilisait, mais c'est vraiment, il y a un groupe d'hommes, et à l'intérieur du groupe d'hommes, il y a une femme. Donc les Schtroumpfs, évidemment, la Schtroumpfette a été créée d'abord laide et ensuite belle selon les critères de beauté, blonde, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est super intéressant de retourner lire les BD elles-mêmes pour semer la zizanie entre les Schtroumpfs, puis après, pour maintenir une sorte de cohésion. Donc c'est le bouc émissaire. C'est on l'aime, on l'haït. Le problème, et je pense que c'est vers ça que ça, c'est l'horizon de mon livre. C'est-à-dire, il s'adresse aux hommes, mais il s'adresse aux femmes. Moi, je nous parle en tant que femme, mais je dis, mais il faut que nous, on arrête de vouloir être celle qui est élue à l'intérieur du Boys Club parce que ça ne nous sert pas. Ça, c'est des miettes. Ça, c'est nous donner des miettes. Puis on mérite tellement mieux que ça. Non seulement c'est participer à ce mythe de la rivalité entre femmes et de l'impossible amitié entre femmes, mais sans arrêt, on regarde les gars puis on dit « Ah, c'est moi qui va être, moi je vais être celle qui fait partie de la gang. » Ça marche pas, ça. Donc, le principe de la Schtroumpfette, c'est extrêmement... Pour moi, c'est comme quasiment le centre de mon livre, là, même si ça arrive à la fin, mais c'est super important qu'on lâche prise par rapport à ça. Si je peux me permettre, vous parliez de votre fille de 16 ans. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu différent dans sa génération? Je pense que oui. En tout cas, le phénomène des bandes diversifiées est beaucoup plus présent. Mais bon, moi, je vois encore là, je vois une certaine portion de la population. Hein. Ma fille, je suis une femme blanche privilégiée, professeure d'université. Bon, ma fille va à l'école publique, mais il reste que je vois pas l'ensemble de la population. J'espère que c'est différent. Je pense que les filles de son âge ont un discours qui n'est pas le même que celui qu'on avait, nous, sur le genre sexué. Il y a une plus grande fluidité des genres, il y a une diversité des intérêts, il y a une conscience politique, du moins dans cette école publique-là. Il y a une conscience politique non seulement environnementale, mais par rapport à toutes les divisions sociales possibles, toutes les hiérarchies. Donc, j'espère que, oui, il y a une plus grande ouverture d'esprit, pour le moins. Si vous permettez, Martine, je vais terminer cette entrevue en lisant un extrait de votre livre. En fait, le dernier paragraphe que je trouve est très bien écrit et qui résume en tout cas la démarche. Alors voilà comment finir ce livre. Si je ne suis pas venu à bout du Boys Club, si j'ai effleuré la pointe de l'iceberg, j'ai pu mettre en berne ma propre peur. Et je ne peux clore ces pages qu'en disant que je vais continuer à dire de la manière la plus délicate et la plus claire possible, mais aussi le plus fermement possible, ce que je suis convaincu qu'il est nécessaire de dire. Je le ferai contre les 1000 injonctions au silence, petites et grandes, qui traversent nos journées. Je le ferai tout simplement parce que nos vies comptent. Alors, merci beaucoup, Martine Delvaux, d'être venue nous parler de votre... J'espère que j'ai réussi à donner le goût aux gens d'aller lire votre livre. Merci. Merci. OK, je devais le faire avant, on va le faire tout de suite, Larry, on va se revirer de bord. J'avais préparé un extrait, mais là, je voulais pas. Je trouvais que avec le livre, ça marchait pas, mais là, on a 4 femmes autour de la table. On va-tu avoir du fun, là, ou on va pleurer? Vous n'allez pas pleurer, vous allez être peut-être un peu fâchés. Je vous demande d'écouter cet extrait et d'y réagir par la suite. Moi, je faisais un test avec mes étudiants. J'ai fait ça pendant longtemps. À un moment donné, je me suis dit, ils ne le prennent plus, il faut que j'arrête. Je leur racontais mon MeToo à moi, qui n'était pas un MeToo. J'ai eu un dentiste, j'avais 21 ans, puis j'ai eu un abcès. Fait que j'appelle, puis il a rendez-vous 9h30 le soir. Fait que, il me règle l'abcès, perce l'abcès, arrange ça, tout. Il disparaît dans son bureau, qui était juste en arrière de la salle de soins. Puis, naïvement, pour le payer, je le suis dans le bureau. Mais là, je rentre dans le bureau, puis il est en camisole. Il a enlevé son sarrau, il y a une petite camisole, puis une petite bédaine. Puis un beau divan de cuir noir. Puis il y a les photos de ses 4 enfants sur le bureau. Puis là, il me regarde avec un grand sourire. Puis là, je fais... Il attend quoi? Juste un abcès, il dit, tu veux-tu payer en nature? J'ai dit... Puis là, il s'approche de moi. Puis il se met à me lutiner les seins en me disant, ça te tente pas? Je dis, voyons, vous êtes un dentiste. Vous savez tout ce que je trouvais dire. C'est la réponse ultime. Puis je riais comme une folle parce qu'il avait l'air tellement... nono. Fait que, mais il s'en est pas offusqué. Il dit, je veux pas. J'ai dit, non, je vais vous payer. Fait que je l'ai payé. Et c'est devenu mon dentiste. Si tu voyais la face de mes étudiants quand je leur racontais ça, écoute, c'était une tentative de viol. Ouais. Scandalisé. Puis là, je leur disais, mais voyons,
Vous comprenez pas? Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de... Oui, il y a eu des attouchements, mais ça m'a fait rire. Je me suis pas senti violée, puis... Bon, alors c'est un extrait de Michel Langto avec Sophie Lorrain à l'émission L'autre midi à la table d'à côté. C'est quelqu'un qui m'en a parlé cette semaine. Ça n'avait pas rapport avec l'entrevue, mais je trouvais intéressant parce que vous êtes 4 femmes autour de la table. Parce que on a l'impression qu'il y a un décalage aussi générationnel chez les femmes par rapport à tout ça. Comment vous l'expliquez? S'il y a une explication possible. Mon Dieu. Mais parce que ces comportements-là étaient tellement courants, étaient tellement communs à une époque. C'est vrai. Je comprends, moi, quand elle dit, je me suis pas sentie violée, ça m'a fait rire. Je comprends, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, on réagirait comme ça? Peut-être, mais il reste qu'on peut quand même dénoncer ça. On peut quand même dire, ça n'a pas de bon sens de traiter les femmes comme ça. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas blessé, c'est pas parce qu'on n'y a pas une atteinte à notre intégrité corporelle au sens propre que oui. Puis on n'a pas toute la personnalité de Micheline Langto non plus. Là. On n'a pas cette espèce de voyons qu'est-ce que tu fais. Probablement qu'il y a une fille qui s'est faite faire la même chose, puis qui a gelé, puis qui a suivi cette affaire-là, puis qui n'a pas été capable de mentionner son nom. Puis moi, je trouve ça limite... En fait, ce qui m'a blessée, moi, avec ça, c'est cette espèce de rendre cette action ordinaire, puis un peu... moi, je trouve ça hyper dangereux. Elle l'a vécu comme ça, puis je suis très heureuse pour elle qu'elle s'en soit sortie indemne, mais c'est pas tout le monde qui a cette force-là. Faut pas oublier que c'est une femme blanche, que c'est... il y a quand même... Après, faut analyser la situation. Ben oui. Est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait fait? Parce qu'elle n'avait pas l'argent puis devait se faire avoir des soins. Donc, je trouve ça particulier d'en parler aussi légèrement. C'est le banaliser. Dans la même émission, puis là, j'ai pas mis l'extrait, mais dans la même émission, il y a Sophie Lorrain, puis on se rappelle, à tout le monde en parle, entre autres, sa position sur les quotas. Puis là, on n'a pas parlé pendant l'entrevue. On va peut-être l'insérer dans l'entrevue, on verra, mais parce que je trouve ça intéressant. Moi, j'ai lu le livre de Pascal Navarro quand il est sorti il y a 3 ans, je pense, 3 ou 4 ans, sur cette notion-là de quotas qui ne fait pas l'unanimité, mais particulièrement chez les femmes. Moi, d'avoir vérifié dans mon entourage chez quelques femmes qui sont réalisatrices, jeunes, et qui sont très rébarbatives à cette notion-là de quota, puis on sent que ça les menace, en fait. En fait, ça menace leur place, comme si elles n'étaient pas compétentes. Oui. Mais comme si ça voulait dire, à cause d'un quota, qu'au fond, elles ne sont pas compétentes et elles obtiennent la place parce qu'elles sont... Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en même temps, cette année, on a les résultats de la première batch de quotas en cinéma. Au Québec. Oui. Et on voit que les résultats des films faits par des femmes prouvent qu'elles sont bel et bien à leur place. Je veux dire, le seul film millionnaire, le seul film d'auteur, en ce moment, il est signé Louise Archambault. Monia Chokri a très, très bien fait. Sophie de Raspe s'en va nous représenter aux Oscars. Enfin, ça porte ses fruits. Oui, la méthode est peut-être pas agréable. Il y a trop de femmes maintenant, je pense. Non, mais je pense qu'aussi on est très attaché à cette idée de méritocratie qui n'existe pas vraiment. Et moi, je l'ai tellement les expériences que j'ai vues de quotas qui ont toutes assez bien fonctionné. Quand on se met le doigt dedans, le doigt dans l'engrenage, on se rend compte que finalement, c'est positif. C'est positif, mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas agréable d'être choisi pour remplir un quota. Parce que tu sais jamais si tu as été choisi pour le quota ou pour le talent. Et c'est là que c'est... Moi, je vis le double quota, qui est de la diversité et femmes. Donc, à chaque fois, il y a quand même une espèce de... Tu rentres dans un nouveau groupe ou un nouveau show et tu le sens dans le regard de l'autre de « as-tu été prise parce que c'est une race? » Tu sais, on le sent, puis je pense qu'il y a des gens... Oui, une race. Mais des gens... Je crois que Lorrain, ce qu'elle voulait dire, c'est je veux pas juste être ça, je veux pas être un quota. Elle est rébarbative par rapport à ça, mais on n'a pas le choix de traverser ça pour pouvoir installer. Comme là, t'as pas fait exprès, vous avez pas fait exprès d'avoir 4 femmes autour de la table. Non, absolument pas. Puis c'est là, moi, que je pense qu'on commence à gagner le combat, c'est quand c'est pas réfléchi. Mais il a fallu qu'on vous donne... Attendez, c'est pas réfléchi, sauf que je fais un effort quand même pour... qu'il y ait des femmes autour de la table. Ça ne se fait pas tout seul. Mais ce soir, la répartition de qui était disponible, il n'y a pas eu de désir d'en avoir plus parce que Martine Delvaux est là, puis on va y montrer qu'on est... parce que là, on dépasse la parité. En fait, on est plus de femmes. On pourrait même le déplorer. On verra. Puis moi, j'ai été éducatrice pendant 17 ans. En garderie, oui, tout à fait. Et là, on parlait de diversité tantôt, Barbara Judith-Caron. J'imagine qu'il y a des domaines qu'on ne pense pas où la diversité serait très, très, très bienvenue.
bienvenue. Je ne sais pas si vous avez, c'est passé sur ou sous votre radar, mais à la fin de l'été, Hasbro a annoncé qu'elle allait sortir un nouveau Monopoly, Madame Monopoly, n'est-ce pas, à la fin de l'été. Et le jeu est sorti il y a quelques jours. Et ça, ça met en scène la nièce du monsieur moustachu qu'on voit habituellement. Et on a dit à ce moment-là que le jeu célébrait les femmes entrepreneurs, les inventions aussi des femmes, et qu'on inversait les rôles. On est dans ce Monopoly-là, dans un monde où les femmes gagnent plus que les hommes. Quand on passe Go, les femmes, on ramasse 240 $, et quand on est un gars, c'est seulement 200 $. Et si les hommes jouent bien leurs cartes, oui, ils peuvent gagner la partie, mais donc c'est un petit peu ça l'idée. C'est asymétrique. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour rétablir l'équilibre, si on veut, mais seulement en jeu. Martine Delvaux, vous trouvez ça drôle? Ouais. Ben oui, ça fait rire. Mais franchement, ben oui. Donc, ça dure 1 heure, 2 heures, et après ça, on retourne à notre vie normale, évidemment. C'est comme ce soir, c'est un peu le Monopoly. Et évidemment, dans toute l'ironie de toute cette opération-là, c'est que on a reproché à la compagnie, à l'éditeur, qu'il y avait une grande oubliée dans tout ça, et c'est Elisabeth Maggie qui a créé, en fait, qui a inventé le Monopoly. En fait, le jeu s'appelait à l'origine The Landlord's Game, et elle avait créé ce jeu-là, en fait, dans une critique du capitalisme, et donc avait publié elle-même ce jeu-là au début des années 1900. Et à peu près 30 ans plus tard, il y a un homme qui s'appelle Charles Darrow qui a un peu soigné ça de bord et qui a vendu à Parker Brothers le même jeu, mais twisté autrement, sous le nom de Monopoly. Et après ça, la compagnie a acheté une espèce de droit à Maggie pour à peu près 500 $, et elle n'a pas eu après ça de royalties. Elle n'a pas passé Go. Non, exactement. Et donc, encore à ce jour, et là, cette histoire-là, en fait, j'allais dire la paternité, hein, évidemment, la maternité de ce jeu-là est reconnue par le Smithsonian, par en tout cas plein d'instances, donc des musées, tout ça. Donc, c'est pas juste une vue de l'esprit. Toute cette histoire-là a été vérifiée, et on a dit, mais jamais la compagnie a admis vraiment que c'était elle qui était derrière, qui a inventé. Est-elle encore vivante? Non. Alors là où ça m'amène, parce que je n'étais pas là je suis pas ici juste pour venir vous parler de Monopoly, c'est que donc étonnamment, c'est que cette sortie-là de jeu coïncide avec une étude qui a été la sortie en fait d'une étude qui a été publiée la semaine dernière par le gouvernement britannique, qui se penchait justement sur la représentation des femmes dans le vaste univers des brevets. Alors là, je vous lance quelques chiffres. Hein. Les femmes inventeurs, je sais pas, j'ai de la difficulté à dire inventrices, mais bon, c'est ça. Ça représente un peu moins de 13% des demandes de brevets dans le monde, selon cette étude-là, qui est de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Et donc, c'est une femme inventrice, donc pour 7 hommes. C'est très, 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 très rare d'avoir des demandes de brevets qui sont faites par des femmes seules ou des équipes de femmes. Il y a certains secteurs qui sont plus female-friendly, si on veut, les biotechnologies, entre autres. Donc, c'est le secteur qui compte le plus grand nombre de femmes inventrices. C'est à peu près 53% des brevets qui sont liés donc à des femmes. Il y a aussi les produits pharmaceutiques qui font assez bonne figure. 52% des brevets donc proviennent de femmes, ou en fait, il y a des femmes dans les équipes. Le secteur qui fait moins bonne figure, c'est le génie électrique. C'est moins d'un demandeur sur 10 qui a une équipe là, avec une femme dans la liste. Et même si la proportion des demandes de brevets augmente, au rythme actuel, on n'atteindra pas la parité homme-femme avant 2070. Ah oui? Donc, 2070? Oui, exactement. Okay. Et on sera mort. Oui, c'est ça. La planète sera détruite. Probablement. À moins qu'une femme invente quelque chose pour sauver la planète, mais on n'y arrivera pas. Qui sait? Le brevet ne se rendra pas. Ben, c'est ça. C'est parce qu'on peut se demander comment ça se fait. Est-ce qu'il y a un sexisme dans les brevets qui sont déposés? Là, on peut se demander, est-ce que les femmes sont traitées injustement? Et la réponse, c'est ben oui. Parce qu'il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont découvert que les femmes qui déposent une demande de brevet ont moins de chances de se voir accorder ces brevets-là. Et donc, les chercheurs ont analysé le traitement réservé aux inventrices en examinant des millions de demandes de brevets. Et ça leur a permis de découvrir qu'il y a vraiment une disparité
là je cite, là, substantielle et persistante dans l'obtention de brevets entre les hommes et les femmes. Et donc, c'est ça. Et comment ils ont procédé, c'est qu'en principe, quand on fait une demande de brevet, on ne donne pas son genre. C'est anonyme. C'est ça, exactement. Sauf que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des analyses à partir des prénoms. Et ils ont identifié des prénoms qui étaient plutôt typiquement associés féminins, là, si on veut. Et ils ont remarqué que si on avait un prénom typiquement féminin, on avait 8,2 % moins de chances d'avoir notre demande acceptée. C'est vraiment de la façon dont c'est reçu et il y a vraiment un biais, en tout cas avec le prénom qui est utilisé. Mais il y avait il y a une fille qui avait fait un exercice, elle avait envoyé un manuscrit d'un roman avec un nom d'homme, un nom de femme. Le nom d'homme avait reçu beaucoup de lettres de retour, alors que celui avec le nom de femme, presque pas. C'est incroyable quand même. Les évaluations de profs, même chose. Ouais. Et il y en a plein, hein? Il y en a plein d'exemples. Oui, ben j'aimerais ça. C'est ça, des inventions. Oui. J'en ai quelques-unes. Les essuie-glaces, c'est une invention, ça nous vient d'une femme. Le produit ou vraiment le truc en caoutchouc qui fait voilà, c'est une invention d'une femme, ça. Oui, le Kevlar aussi. Bon, et là, un petit peu plus genré, le lave-vaisselle. Le liquid paper aussi. Et moi, mon préféré, c'est la cironde. Voilà, il y a Parce plein. qu'évidemment, la première version, c'était une scie carrée, ça venait d'un gars. Et ça ne marchait pas. Mais non. Le génie féminin, encore une fois, à l'œuvre. Merci beaucoup, Barbara Giscard. Ça me fait plaisir. Alors, Hélène Faradji, bon, vous m'avez dit peu de choses sur votre sujet de chronique. J'ai bien hâte de voir de quoi il sera question. Ben, avant même de plonger, je pense qu'on commence à se connaître assez pour que vous sachiez que ce que j'aime, moi, dans la vie, c'est essayer de comprendre des affaires et l'art en particulier. C'est mon petit kink. Il y en a, c'est leur batte magique. Ben, moi, c'est essayer de créer du sens. Leur quoi? Vous n'avez pas vu ça? Le bat magique? De Andrew Scheer. Non? Oui, on l'a mis sur la page. Voilà. Le clin d'œil au baseball, ben oui. Okay. Et sachant donc ça, que j'ai un petit kink pour les choses qui font du sens, mais j'ai pas eu le choix cette semaine de revenir sur ça. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Hey, stop them! Is it just me? Or is it getting crazier out there? Évidemment, on n'a pas l'image, on a peut-être... Non, mais on devine assez bien quand même. Hein. C'est le Joker, évidemment, le film de Todd Phillips qui nous explique le pourquoi du comment Arthur Fleck est devenu l'ennemi juré de Batman. Ouais. Je le rappelle, parce qu'on est tellement parti dans des délires d'interprétation au sujet de ce film que ça me semblait important de juste rappeler la base de quoi parle ce film. Donc, la semaine passée, je sortais du film et ici même, autour de cette table, vous m'avez demandé « Pi !» Et j'ai été un peu expéditive parce que moi, dans ce film-là, je ne voyais qu'une série B de plus, un peu brutasse, un peu insignifiante, très bien jouée. Mais clairement, j'ai dû rater quelque chose parce que tout le week-end et toute cette semaine, je n'ai croisé que d'autres gens qui me demandaient « Pi !» J'ai passé des heures à lire des threads Facebook de 75 000 commentaires sur le film, des articles sur les projections annulées aux États-Unis parce que des wackos les avaient menacés, ou un long statut de Michael Moore, toujours sur Facebook, qui maintenant, fort de son statut de prophète gras de l'Amérique, vous vous rappelez, c'était lui qui avait prédit que Trump allait être élu, alors donc maintenant, à chaque fois qu'il parle... Le premier, c'est Philip Roth. Oui, mais bon, ça a été moins retentissant. Mais maintenant, dès que Michael Moore parle, on l'écoute comme le Messie. Et qui nous a expliqué, je résume, que Joker, c'était un film sur l'Amérique qui avait permis Trump, que c'était dangereux de ne pas le voir et que c'était à mettre sur la même étagère que Stanley Kubrick. Ben oui, j'ai hâte que Criterion sorte la trilogie Hangover du même Todd Phillips. Ça va être très beau. Sinon, sur les réseaux sociaux, j'ai aussi vu plein de mots jetés comme ça, déshumanisant, dégueulasse, vomi, chef-d'œuvre, film majeur, je capote.
J'ai tout lu, j'ai aussi lu des gens qui se criaient des noms de tous bords, tous côtés, comme au bon vieux temps de la loi 21. C'était rock, c'était punk, ça mettait de la vie. On parlait enfin de cinéma et j'aurais donc dû être contente. Eh ben non. Vraiment pas, toujours à cause de ma maudite envie de créer du sens. Parce que quand un film devient un phénomène de société comme le Joker, j'ai envie de comprendre encore plus. Surtout là où pour moi, ce film-là, c'est principalement l'histoire d'un fou qui profite d'un contexte de tension et d'inégalité en ne croyant que sa vérité à lui. Ouais. C'est pas mal ça que ça raconte. Alors oui, on peut y voir une métaphore de Trump si on veut, mais c'est quand même un film qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il veut dire, qui y va au lance-flammes en sortant tous ses effets les plus racoleurs et qui veut absolument qu'on ait de lui une lecture sociopolitique. Ah ouais, ok. Si vous tendez l'oreille en écoutant le film, vous allez l'entendre dire « Non, je ne suis pas qu'un film de super-héros, je suis plus ». Et j'ai réalisé, en y repensant à ce film-là, que c'est surtout un film extrêmement frustrant. Parce que, quand on y pense, c'est impossible d'en tirer du sens. Tout se contredit, il avance absolument tout et n'importe quoi, et il n'y a pas une idée qui tient la route plus de 5 minutes. Alors évidemment, je ne vous dis pas ça à travers mon chapeau, je vous donne des exemples. Juste un petit peu, est-ce que vous l'avez vu, Martine Delvaux, le Joker? Non, j'ai trop peur. Pour vrai? Oui. Mais c'est pas si à peur de... Ah ben, je pense que c'est le truc du clown. J'ai vraiment une vraie peur. Oui, il y a des choses que je peux pas voir. Ça, c'est un truc que je peux pas voir. Voilà, vous savez tout. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça marche pas. Ce qui fâche beaucoup les gens devant ce film, c'est cette image d'une révolte populaire dans Joker où les gens, les hommes, parce qu'il n'y a évidemment pas de femmes dans ce film-là. Ah non. Bon, non. Je sais pas. Il y en a une qui sert de jolis décors romantiques. C'est tous les films de super-héros. Moi, je suis pas un client de ça, fait que lui est particulier que c'est un petit peu, oui. Ouais. Bah, mais c'est d'autres problèmes que de la misogynie. Là. On est à d'autres niveaux. Okay. Donc, révolte dans la rue où les gens prennent la rue avec des déguisements de clowns pour protester contre le 1% qui leur mange la laine sur le dos et les tyrannise. On reprend donc une symbolique de gauche, celle d'Occupy Wall Street, mais on la filme comme un tableau de Delacroix avec du bruit, de la fureur, en lui adjoignant constamment de la violence, de la destruction, du chaos. Un peu plus comme dans Charlottesville. Donc d'une main, on dit « boue les méchants riches » et de l'autre, dans la même scène, « arc les pauvres violents ». Qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est ça le Joker. C'est le chaos, c'est normal. C'est un personnage qui a été mythifié par les années et il est ça. Il est cet emblème d'un monde qui est vide de sens, qui ne peut vouloir que l'anarchie. Oui, mais là encore, le serpent se mord la queue dans le film parce que ce qui rend l'idée de chaos terrible, terrifiante, mythique, c'est qu'elle ne peut pas s'expliquer. C'est justement qu'on ne peut pas faire régner du sens. Or, qu'est-ce que fait le film Le Joker? Il refuse de reprendre cette idée du chaos véritable et il va passer 2 heures à nous expliquer pourquoi le chaos est le chaos, pourquoi le Joker est le Joker, et tout ça, c'est la faute d'une maladie mentale. Alors, pour le radicalisme, on repensera. En fait, c'est ce qui me fait vraiment peur avec le Joker. C'est que c'est maladie mentale. Mais c'est vraiment ça. C'est rien d'autre que ça. Et c'est ce qui me fait peur avec ce film-là, en fait, c'est que c'est un film qui ne veut pas qu'on pense. Pour être plus exact, qui ne fait qu'enregistrer la perte de sens généralisée de notre monde, qui est bien réelle, hein, oui. Parce que dans un monde où Trump est président, comment vous voulez qu'il y ait du sens là-dedans? Il prend cette perte de sens, il la digère, il la recrache et il nous renvoie le message que si on ne cherche pas à comprendre plus que ce qu'il y a à l'écran, c'est-à-dire un rejet qui va devenir un méchant, on est un imbécile fini. Mais si on prend ce film d'un autre bout, si on se déplace un peu, si on ne lui donne pas cette attention qu'il réclame comme un gros bébé, si on prend juste un petit peu de recul, on verrait que le vrai danger dans Joker, c'est pas l'appel à la violence, parce que les œuvres d'art sont responsables de rien. C'est pas vrai, cette théorie-là. Mais c'est plutôt qu'il vient, je crois, de changer le paradigme. En faisant entrer la culture de la provocation dans la culture de masse et la pop culture. Alors, je m'explique. Avant, le cliché était assez clair. Les artistes, en général, c'était des gens de gauche avec des idées libérales, des Miss Monde en puissance, contre la guerre et pour l'amour. Puis là, on avait la contre-culture, qui, elle, était un petit peu plus subversive, plus à gauche encore, et qui venait utiliser l'art pour défier les règles systémiques, conservatrices ou traditionnelles. Easy Rider. Et changer le monde, en fait, voilà. ultimement.
Exactement. Mais depuis, mettons, début des années 2010, et je sais que je vais sonner comme une grand-mère, mais tant pis, les réseaux sociaux ont tout changé. Les artistes, les commentateurs ont compris que l'idéologie avait plus nécessairement besoin de l'art pour être exprimée, qu'un tweet, un Facebook, ça suffisait pour être dans la poche. Donc plus besoin de créer, l'instantanéité remplace. C'est d'ailleurs Michael Moore, son statut, c'était bien plus efficace de faire ça que de faire un documentaire sur cette fameuse Amérique de Trump dont il parle. L'art, le plus visible en tout cas, c'est peu à peu vidé de sens, de charges sociopolitiques, et ça fait des années qu'on a quand même un gros mou de ce côté-là, en particulier dans les fictions cinéma. Ce qui évidemment a laissé ce fameux vide dont la nature a horreur, et qui l'a rempli, ceux qui ont compris cette idée du message express via les réseaux sociaux et qui ont transformé notre innocent Internet en champ de mine ultra pénible, c'est les trolls. Et qu'est-ce qu'on voit depuis quelque temps ? Cette idéologie troll qui revient dans l'art, qui commence à je pense que oui, qui commence à recontaminer l'art. Alors c'est moins anonyme évidemment, parce que quand on est un artiste, la plupart du temps on montre son nom. C'est aussi moins vache que ce qui se passe de façon anonyme sur les réseaux sociaux, mais on pourrait appeler ça une nouvelle version, une culture de la provocation. Et c'est quoi cette culture ? Mais une culture de la provocation gratuite. Exactement. Pas pour réformer, pas pour changer le monde. Exactement. Une culture du « je te cherche ». Je viens de t'emmerder pour voir si tu réagis. Je te poke, exactement. Et c'est quoi cette culture ? C'est celle, par exemple, de tous ces stand-up qui, aujourd'hui, nous disent « Ah, mais franchement, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rire de rien ». Et qui, du même geste, disent le plus provoquant, juste pour vérifier que c'est vrai ou non. C'est presque devenu méta. C'est par exemple Bill Burr, le nouveau stand-up, nouveau, ça fait quelques mois maintenant sur Netflix, ou le fameux stand-up de Dave Chappelle, lui aussi sur Netflix. Je vous ai choisi un petit extrait juste pour qu'on rie. I'll be real with you, and I know nobody gives a fuck what I think anyway. I'm not for abortion. Oh, shut up, nigga. I'm not for it, but I'm not against it either. It all depends on who I get pregnant. Et ouais, c'est grossier, ça dit absolument rien, c'est beaucoup une joke de mon oncle, mais ça appuie exactement sur le gros bobo sensible de la woke culture, parce que c'est exactement ce qui joue en ce moment dans la culture 2019. D'un côté, des artistes provocateurs, mais qui ne le sont pas pour pousser des idées, qui sont juste parce que c'est le fun d'avoir une réaction. Et de l'autre, des jeunes éveillés qui réagissent comme des dames patronesses dès qu'on chatouille le politiquement incorrect. Et c'est ce qui vient de changer, je crois, avec Joker. Parce que Todd Phillips et Joaquin Phoenix avec lui viennent de créer le film de la provocation. Et on est en train de tomber collectivement dans le piège de leur donner raison. Et ça, c'est un vrai problème. C'est même une impasse. Pour deux raisons. D'abord parce que cette réaction collective, elle se passe dans le jugement et dans l'agressivité. T'as aimé, t'es un trou de cul, t'as pas aimé, t'es un con. Grosso modo, c'est ce que j'ai pu voir. Et ça va clairement pas nous aider à Netflix and chill. Mais surtout, ensuite, il y a un grand gagnant dans ce combat woke provocation, et c'est la Warner. La Warner qui produit, qui distribue le film, qui annonce à demi-mot cette semaine qu'un deuxième volet sera fait, qui vient d'engager des millions et peut-être plus de dollars. Et collectivement, pendant qu'on ne regardait pas, pendant qu'on s'écharpait pour savoir si Joker était fasciste ou communiste, il y en a, eux, ils se sont servis, ils se sont frottés la panse en rigolant. Et surtout, c'est une multinationale, Warner Media, qui regroupe HBO, New Line, CNN, Warner Bros. et qui en 2018 a été rachetée par AT&T, donc ceux-là même que Joker entend dénoncer. Vous voyez à quel point il ne veut pas qu'on pense, Joker. Wow! Merci beaucoup, Hélène Faradji, pour cette réflexion. Moi, je suis content d'avoir cette chronique-là avant d'aller voir le film. On en reparlera quand vous l'aurez vu. Je n'étais pas sûr d'aller le voir, mais je vais aller le voir juste pour mettre cette grille d'analyse-là sur ce film-là. Merci beaucoup, Hélène. Alors, Inès, est-ce que vous êtes allé voir, vous aussi, une pièce de théâtre aussi polarisante que le Joker? En fait, j'ai le goût de dire que tout ça a des liens. Là. Joker, le livre de Martine, il y a quelque chose, le brevet, Monopoly. Je suis allée voir Le meilleur des mondes. Ah!
Oui, j'ai eu la chance d'aller voir ça au théâtre Denise Pelletier. C'est une pièce qui a été adaptée par Guillaume Corbeil pour le théâtre dirigé par Claude Poisson. Donc, au TDP, la mission est de donner naissance TDP, c'est le théâtre Denise Pelletier. On suit Frédéric. Donc, le TDP a comme mission de donner, et ça c'est, je quote la mission officielle, de donner naissance aux spectateurs de demain en les conviant dès l'adolescence à découvrir les richesses insoupçonnées de la dramaturgie d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Ah, vaste programme. Oui. Et je dirais que Guillaume Corbeil a réussi à adapter cette dystopie d'Huxley de manière à toucher les jeunes, mais aussi vraiment les moins jeunes. Ah. Oui, c'est troublant de réaliser qu'un texte écrit il y a plus de 80 ans fait encore aussi écho. Huxley avait comme un don, comme Michael Moore, peut-être de faire de la clairvoyance. Ce qui est intéressant, c'est moi, je pense qu'on peut attendre du théâtre à avoir comme mission aussi d'être une catharsis ou de corriger les vices des hommes, soit qu'on les divertit. Comme dirait Molière, c'est important, la comédie, pour divertir l'homme. Mais moi, personnellement, l'homme avec un grand H, pas juste votre gang d'hommes blancs. Hétérosexuel. Voilà, l'homme, l'humain. Si j'avais pu prendre la pilule pour être gay, je l'aurais prise. Continuez. Merci pour cette intégration. Donc, c'est ça. Je trouve ça important c'est un endroit propice pour questionner la vie, une espèce de miroir social qui confronte, qui permet de comprendre le réel. L'attribut du mimésis. Alors, quoi de mieux que le meilleur des mondes pour vivre ça? La hiérarchie, les sauvages, des murs, se posséder, des voix qui nous informent des degrés, des nuages. Savoir si on veut l'autre, si on peut l'autre, si on est comme l'autre, puis surtout notre façon de vouloir être l'humain intègre et conscient, mais à quel point on finit souvent par se fondre dans la masse et regarder Occupation Double le soir après avoir marché dans la rue pour le climat. Donc, l'adaptation... Vous n'avez pas fait ça? Hein? Non, mais moi, je parle... Non, moi, je suis comme un miroir aussi. Je parle de ce que je vois. J'ai jamais Occupation quoi? Mais donc, cette adaptation faite par Guillaume est assez particulière parce qu'on peut deviner parfois qu'est-ce qui était dans le livre qu'on a lu et d'autres fois, vraiment... Ce que Guillaume a envie de nous dire. Ouais. Et c'est pas si loin parce que, encore une fois, comme des textes de Margaret Atwood, ces dystopies-là deviennent plus si éloignées que ça pour certaines situations. Donc, rapidement, pour ceux qui ne se rappellent pas du livre qu'on a probablement tous lu au cégep. C'est vraiment c'est super. J'ai pas lu ça, moi. Ouais. Mais tu sais, dans la tranche 1984, les malheurs de Sophie, c'est les malheurs de Sophie. Ils sont à côté. On les a tous lus. Les pleurs du mal aussi, pré-Céline Dion. Bref. Donc, je vous explique rapidement les rôles principaux. Bernard, qui, en fait, tout le monde dans ce monde merveilleux, rendu à l'époque qui a l'écriture, c'est des enfants nés par éprouvette, donc créé aussi avec les besoins de la société. Il y a les alphas, les gammas, les bêtas, et bref. Donc, moi, les personnages qui m'intéressent le plus dans cette histoire, c'est Bernard et John. Bernard étant l'alpha suprême, l'homme dans le top de la hiérarchie. Ouais. Il a été créé pour faire les meilleurs métiers. Lui, il peut posséder qui il veut. Okay. C'est celui qui fait plus d'argent. C'est l'homme heureux. Ouais. Et John, qui est le personnage du sauvage, donc il a vécu à l'extérieur des murs de cette société-là parfaite. Dans l'illégalité. Oui, ben en fait, parce que ça... Donc, dans une époque où les enfants sont faits en éprouvette, sa mère est tombée enceinte pendant qu'elle s'est faite posséder et a décidé de garder l'enfant et donc a fait cette naissance naturelle-là qui n'existe plus dans cette société-là. Donc, John représente le sauvage et je vais vous laisser, Claude Poisson, vous expliquer un peu le ressentiment qu'on a par rapport à ces deux personnages-là, à qui on veut ressembler et pourtant à qui on ressemble au final. Ça parle aussi de notre faculté d'adaptation, parce que on a beau essayer de s'identifier au personnage de John, parce qu'il se révolte, mais au fond, on est tous Bernard, et on est tous oui, mais moi, il me tombe ses nerfs aussi, John, des fois. Oui, avec son rapport à l'amour. C'est ça. Je suis comme, relax, oui, alors que Bernard a une espèce d'angoisse qui nous
d'anxiété qui nous rassemble et qui nous rejoint, puis qu'à un moment donné, on fait, ben oui, on va tous finir en animateur de quiz qui ne sait même plus le sujet de son propos. C'est un cauchemar pour moi. Oui, c'est ça. Je voulais que vous écoutiez très fort. Donc, on a entendu Danny Boudreau, auteur et acteur, qui effectivement trouve que John est trop intense. Mais John représente cette chose-là d'intensité. Il est obsédé par Shakespeare parce qu'il a réussi à trouver un livre de Shakespeare derrière les murs parce qu'il n'y a plus de livres. On n'écrit pas, on lit pas dans le meilleur des mondes parce que ça fait réfléchir et réfléchir, c'est le chaos. Et donc, c'est super intéressant, effectivement, avec ma blague de la marche du climat et d'écouter la télé, finalement, après, avec des Doritos. C'est cette affaire-là de on a tous envie d'être John et Greta, mais au final, on finit quand même par être Bernard puis à s'acheter la bière en spécial qui nous offre une glacière avec notre 6-pack en regardant Occupation Double. J'ai aussi beaucoup discuté avec Claude et Guillaume. On s'est retrouvés à réfléchir sur la récupération inévitable des mouvements, des soulèvements. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant parce que Claude a vécu plus l'époque des années 70-80, qui a été une époque riche, très, très riche par rapport au questionnement politique et d'identité. Et Guillaume, qui, lui, a vécu vraiment 2012 et qui revendique plusieurs choses. Donc, on s'est parlé de ça avec une espèce de relent en lien avec Occupy et Greta Thunberg, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Puis moi, un des moments les plus troubles de 2012, c'était les marches du 22, puis je pense que c'était celle du 22 août. Je me souviens qu'on avait emprunté le même parcours que la parade des jumeaux. Et ça m'avait profondément troublé parce que j'étais comme, ben oui, il va y avoir la parade des jumeaux plus tard, mais là, c'est la parade des étudiants. Et c'est la parade des révoltés. Et puis, moi, ça s'est arrêté là. Moi, j'étais comme ça, c'est ma dernière manifestation. Je suis en train de me rendre compte quel spectacle je suis en train de donner. Les gens qui veulent acheter, des gens qui viennent voir où est-ce qu'on peut acheter un carré rouge, puis tu sais, mais personne n'achète son carré rouge, tu sais, puis les gens avec leur t-shirt I Castrol MTL, c'était eux qui avaient inventé le principe de printemps érable, non, ils avaient inventé le branding, puis là je l'utilise à très bon escient, le branding printemps érable, et tous ces gens-là après ça ont eu des jobs chez Sidley, ont eu des jobs et ils ont tous été récupérés par la pub parce qu'on fait mais ça avait été tellement bon pour créer un mouvement quelque part, vous allez être bon pour vendre des espadrilles, tu sais. Tout enthousiasme, toute ferveur, on est incapable de la vivre autrement que par acheter le produit dérivé. Et puis ça, c'est terrible. Si je peux me permettre, je trouve Guillaume Corbeil, c'est lui qu'on entendait, un petit peu cynique par rapport à 2012 parce que je trouve pas que ça a été si récupéré. Moi, je pense que ça a été tué dans l'œuf, entre autres. La société n'a pas suivi, mais je trouve pas que ça a été à ce point récupéré. Je trouve qu'il est très cynique. Oui, je crois que Guillaume a ce côté cynique-là et probablement c'est pour ça qu'il a réussi à adapter cette pièce-là d'une manière aussi pertinente. Oui. En fait, son cynisme venait par rapport au fait qu'effectivement, la plupart des gens qui étaient autour de Montagne Rouge, ou en tout cas, toute cette espèce de regroupement, travaillent tous pas mal en branding et en pub maintenant. Mais je connaissais pas Montagne Rouge. Je savais pas que... J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très spontané et d'organisé chez les mouvements étudiants, mais je savais pas qu'il y avait des espèces de petits cerveaux oui, mais c'est intéressant qui ont mis ça en logo. Non, en fait, c'est des gens créatifs. Ouais. Et donc, c'est intéressant de voir que les compagnies, après, de marketing ou de branding, fassent « Ah, mais c'était tellement bon ce que tu as sorti. Viens-t'en dans notre équipe. Ouais. » Puis, tout le monde doit payer son loyer, puis ça doit être hyper intéressant de faire de la publicité. C'est son condo qu'on paye aussi, c'est pas son loyer. Voilà. Et son chalet. Son condo, son chalet, son Hummer. Oui. Mais justement, je voulais savoir par rapport à Martine, cette espèce de récupération qu'on peut avoir aussi avec le féminisme. Je sais que l'équipe Beyoncé féminisme, puis la gang qui fait non, elle est en train de détruire ça et de le brander. Je me demandais quelle était votre relation avec ce genre de féminisme brandé. Oui, bon, moi je suis de l'équipe de Beyoncé, honnêtement. Ça veut dire quoi ça pour les gens qui seraient peut-être pas familiers Beyoncé, c'est une chanteuse. Oui, je sais. Mais d'être de l'équipe de Beyoncé, c'est que vous trouvez que c'est un modèle intéressant? C'est-à-dire que quand il y a eu... Un modèle féministe intéressant? Oui, je pense que oui. Mais je pense pas que toutes les formes de branding du féminisme sont intéressantes. Non, on parle de Beyoncé. Gucci ou je sais plus, Yves Saint-Laurent reprend le mot, le slogan de Chimamanda Adichie, puis vend son t-shirt 1000$. Bon, là, j'ai une petite gêne. Mais Beyoncé, tout d'un coup, que des féministes, soi-disant féministes blanches se mettent à la critiquer,
Attends, là. On l'a critiqué pourquoi? Moi, je suis très pro Beyoncé. J'ai un peu eu une problématique avec son espèce de promotion de diète. Ça m'a c'est autre chose. Écorché. Oui. Ouais. Mais il y a quelque chose que je trouve quand même de beau dans cette espèce de positivisme-là qu'elle a. C'est pas parfait. Adhère ou adhère pas, mais moi, de voir plein de jeunes filles changer Who Runs the World, Girls, puis d'avoir cette espèce de terme d'empowerment par rapport à être une femme, je ne vois que du bon. Et je fais partie aussi de la génération qui peut se porter un T-shirt de Jerry Boulet ou être en brassière, puis c'est vraiment juste mon problème à moi. Puis j'aimerais ça qu'on me laisse tranquille. Donc, de voir une fille avec... qu'on voit son galbe, un peu son sein ou tout son sein, j'ai pas de problématique avec ça si j'ai l'impression que c'est son choix à elle. Non, puis pas juste ça, mais les figures les organisations, les structures type armée, Black Panther que Beyoncé a convoqué au Super Bowl, c'est pas rien. Non, là. c'est pas rien. En termes de croisement de la lutte féministe avec la lutte antiraciste, moi je trouve que c'est majeur. Elle a fait des gestes majeurs. Après, il y a cette foutue tendance à exiger que les gens soient parfaits et qu'un objet culturel, un film, une télésérie, une vedette, une chanson soit parfaite. Mais elle n'est pas parfaite. C'est comme ça. Mais c'est ce qui, pour moi, la rend encore plus femme et qui rend le propos intéressant. Ça a des aspérités. Mais oui, puis on peut l'analyser, justement. Et j'imagine, Inès, que le meilleur des mondes, Guillaume Corbeil, n'est pas parfait non plus. Non, parce que je pense qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Et sinon, si ça existe, je dois pas connaître ça, puis ça m'intéresserait pas. Mais il y a une certaine imperfection, mais... Ce qui est bien, c'est de voir ce propos-là maintenant et de se questionner vraiment sur... il y a un autre clip qui s'en vient qui est le fait qu'on veut récupérer aussi les choses on veut s'y réapproprier. On aime ça avoir des drames par rapport à l'autre. On aime vivre à travers l'histoire de l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a une distance assez... particulière, on vit à travers, mais on vit rien. Finalement, on vit plus rien. Puis leur petite machine qui leur parle, il y a quelque chose d'extrêmement violent de voir que cette pièce-là, il y a 80 ans... La petite machine, ça rappelle, j'imagine, nos téléphones cellulaires aussi. Oui, mais c'est quand même particulier. Là. C'est quelqu'un qui te parle, qui connaît tes besoins, qui connaît les algorithmes. Et on vit un peu ça et on s'en rend pas compte à quel point ça s'immisce. Et je vais aller vraiment quelque part ailleurs avant le clip, mais je sais pas si vous avez remarqué le changement du slogan ou la devise de l'immigration du Québec. Du ministère, du ministère... Oui, le petit changement qui était le ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion. Et qui est rendu immigration, francisation et intégration. Ouais. Puis c'est passé comme ça, sans qu'on s'en rende compte. Puis à chaque fois, je pense j'ai une obsession sur Margaret Atwood, mais quand elle parle des changements qui se sont passés avant que Gilead existe, c'est des trucs, finalement, ma carte fonctionne pas, je peux plus payer en tant que femme, faut que mon mari... mais c'est pas grave, c'est juste pour contrôler, en fait, les financements, puis toutes ces choses qui se passent doucement, subtilement, Mais ce glissement d'appellation du ministère, vous le voyez comment? Moi, il m'agresse profondément. Qu'est-ce qui vous agresse, la francisation? En fait, c'est que c'est pas qu'il y a francisation, c'est qu'on a enlevé diversité pour mettre francisation, qui est comme on a tassé diversité. On me rajoute de l'intégration plutôt que de m'inclure, qui est d'inclure la personne. Donc, on veut intégrer la personne dans un univers uni et on veut la rentrer dans cet univers-là et garder ça droit. On a tout, en fait, les aspérités. Voilà. Donc, justement, ils veulent que ça soit parfait. Ils veulent que ça soit droit et sans mouvement, sans nuance. Et moi, ça m'a heurtée, mais je suis prête à me le faire expliquer et à changer d'idée. Je suis toujours pour ça. Mais je trouve mais ce qui m'agresse le plus, en fait, c'est que ça a été... construit sans qu'on le sache, ça a été changé sans trop nous en parler. Cela dit, le ministère de la Diversité avait été changé aussi de façon assez par les libéraux. On ne fait pas de consultation publique pour ça, là, je pense. C'est les gouvernements en place selon leur sensibilité qui décident. Voilà, selon leur sensibilité. Ouais, voilà. Et donc, voilà. Mais là, je reviens avec le meilleur des mondes. Et c'est ce rapport-là de se réapproprier des drames. Donc, le jeune sauvage qui vient puis qu'on a envie de prendre soin de lui. Ce spectacle-là va ne devenir qu'un autre spectacle. Les gens vont voir en lui un héros d'une révolution potentielle, mais
sont incapables de vivre cette révolution-là autrement que par acheter des produits dérivés, en s'identifiant à lui, en voulant acheter des t-shirts « Je suis Hamlet », des t-shirts « Être ou ne pas être ». Et c'est cette espèce de constat de « Mon Dieu, mais même la révolution est impossible dans un monde où tout se vend et s'achète », qui, moi, me fait toujours un peu grincer des dents, cette espèce d'enthousiasme qu'on a à vouloir s'approprier des drames et puis, au fond, en faire juste une nouvelle extension de notre identité, alors qu'à la base, ben, ça se veut une parole d'empathie, une parole de compassion, et ça finit par juste devenir un nouveau phénomène de mode. On en parlait tout à l'heure hors d'onde, justement, de comment faire la promotion, puis vous avez même dit, moi, j'ai pas le goût de faire de la merch, j'ai pas le goût de... Donc, comment... Il y a ce rapport-là, maintenant, on dirait que si on veut l'intérêt de l'autre... ça prend un T-shirt, ça prend une gogosse, ça prend... Je suis, tu sais, on s'approprie cette chose-là. Et pour terminer, j'ai juste... Et vous en avez parlé, là, du cynisme de Guillaume Corbeil. Eh bien, non. Regardez comment je vais terminer. En fait, je vais laisser Guillaume terminer avec cette parole positive et remplie d'amour pour vous, Fred. Mais si je veux mettre un peu de lumière quand même à tout ça, je vais quand même... Parce que c'est un affaire quand même que... Dans tout ce cynisme-là, quand même, je répète souvent que pour moi, l'espoir, il est dans la salle. Dans le sens de présenter ce constat très sombre-là, pour moi, c'est pas un appel au désespoir du public à faire... Arrêtez tout de suite, tout est vain. Au contraire, pour moi, c'est comme une invitation à, comment se poser la question, mais comment on peut vivre quelque chose dans un monde où tout est achetable, où tout est vendable. Et puis, c'est poser la question, parce que justement, cette pièce-là, elle est jouée au Théâtre Denise Pelletier, qui est un théâtre, donc on a beaucoup de représentations scolaires et donc beaucoup d'étudiants qui vont voir le spectacle. Et puis pour moi, c'est très pertinent, je pense, de leur poser cette question-là. Comment vous allez la vivre, vous, tout ce mouvement climatique avec Greta Thunberg? Allez-vous être capable de la vivre sans vouloir un T-shirt avec une belle sérigraphie de Greta Thunberg? C'est ma question, c'est mon souhait à la limite. C'est là que, pour moi, il y a de la lumière, malgré que la pièce en a pas. Ah! C'est une belle finale. Ça, moi, je l'aime beaucoup, Guillaume. Hein. Je voulais pas... quand je disais qu'il était cynique tantôt, c'était pas un crochet à... Non, mais je pense que c'est quelque chose qui est très conscient d'être. Ouais. Je vais sûrement y aller avec mon garçon. Je pense que Ludo, qui a 15 ans, là, je pense que c'est le... Vous me conseillez? Complètement. Allez-y avec votre ado ou seul. C'est vraiment hyper intéressant. Il y a des comédiens qu'on voit pas assez aussi, qui sont talentueux. Donc, Benoît Drouin-Germain, Simon Lacroix, Macha Limonchik, Ariane Castellanos et Mossen, qui sont des acteurs, et Kathleen Fortin, mon Dieu, que je peux pas oublier. Là, c'est merci. Allez voir ça. Merci Inès Talby. J'aime beaucoup quand vous allez sur le terrain avec votre micro. On va vous revoir dans 2 semaines, hein, c'est ça? Dans 2 semaines. Ça me crée beaucoup d'anxiété, mais j'adore ça. Je travaille là-dessus. Vous la gérez bien, ça paraît pas du tout. Merci Inès. Alors, on termine avec le seul chroniqueur masculin ce soir qui va terminer. Et chroniqueur, Fred, qui est très, très content de ne pas être devant le public aujourd'hui. Ah oui, hein? Oui, parce que j'ai un sujet costaud et ça fait longtemps qu'on parle. Ah et là, les vraies personnes qui nous écoutent, à part vous ici, vont pouvoir peser sur pause, revenir dans 5 minutes, revenir demain. Si vous êtes en forme, continuez. Sinon, prenez-là la petite pause. Puis vous allez voir, parce que je vais parler du projet de loi 34, donc modification que la CAQ veut apporter pour régler principalement le problème des surplus. Les surplus de qui? D'Hydro-Québec. Donc, quand la CAQ était à l'opposition, ils demandaient, ils exigeaient des libéraux qu'on nous rembourse ces trop-perçus d'Hydro-Québec. Je ne vais pas définir ce que c'est les trop-perçus maintenant. Pour ceux pour qui ce n'est pas clair, je vais l'amener un peu tantôt. Mais bref, Hydro-Québec nous doit pas mal d'argent. À l'époque, la CAQ disait, Hydro-Québec, vous avez trop perçu d'argent des consommateurs sur nos factures. Et là, il faut nous leur donner. Oui, c'est ça. Et là, ils sont rendus au pouvoir. Et là, maintenant, au lieu de régler la question de tout simplement nous remboursant, ils nous proposent un projet de loi dont la tâche, dont la mission est de régler le problème des trop-perçus, donc de nous rembourser de l'argent, mais aussi de simplifier le processus de la tarification de l'électricité. Parce qu'on habite un monopole, on est déclaré aujourd'hui, on est enregistré par un fournisseur qui est monopolistique et dont l'actionnaire principal, donc celui à qui ils doivent rendre des comptes et donner de l'argent et générer un rendement, c'est le gouvernement. Et donc, c'est particulier. Maître chez nous. Maître
être chez nous. Donc, ce projet de loi 34, c'est un projet qui est pas si compliqué, mais ça m'a pris énormément de temps à me l'approprier et je suis assez fier là, de ce que je vais vous raconter parce que c'est vraiment intéressant. Vous n'êtes pas du tout complaisant avec votre propre travail. Non, mais non, je suis fier pour vrai. Donc, allons-y. Il faut être fier. Alors, sinon, qui va le faire si on ne le fait pas nous-mêmes? La Régie de l'énergie. Christine Beaulieu. Et encore, c'est trop compliqué. Son propos est ailleurs. Mais ça c'est complémentaire. Écoutez mon segment et allez voir J'aime Hydro après. En 96, la Régie de l'énergie est née. Elle n'existait pas avant, elle ne fait pas partie de l'histoire d'Hydro-Québec. Avant, les tarifs d'énergie et les tarifs d'électricité étaient décidés dans des cabinets ministériels. Donc, c'était totalement politisé. Et la Régie de l'énergie est arrivée dans une réforme qui visait à dépolitiser les tarifs d'électricité, mais aussi pour répondre à une demande des Américains. Parce qu'ils ont ouvert leur marché à notre électricité, mais ils n'auraient jamais accepté ça si on avait été un monopole d'État pur. Et donc, ça prenait un chien de garde, ça prenait quelqu'un pour aider Hydro-Québec à ne pas avoir le champ totalement libre pour dire « mon tarif d'électricité passe de ça à ça ». Et donc, on a ouvert, le marché américain a été ouvert pour nous. Et on n'a pas perdu grand-chose, dans le fond. On a fait une régie d'énergie et on a été capable de leur vendre beaucoup d'électricité et eux n'ont jamais été capables de pénétrer notre marché parce que notre électricité est trop pas chère. Oui. Mais là, maintenant, avec les prix ridicules donc, je vous explique. Donc, la mission de la Régie de l'énergie, c'est une fois par année de finalement vérifier si l'augmentation de tarifs qu'Hydro nous demande va exiger si ça a du bon sens. C'est à ça que ça sert. Et donc, c'est un garde-fou. C'est un garde-fou, c'est un chien de garde, appelez ça comme vous voulez. Le processus actuel, c'est que Hydro-Québec, une fois par année, tient ce qu'on appelle des causes tarifaires, c'est-à-dire une espèce de grande rencontre où Hydro-Québec présente ce que ça va coûter l'énergie pour Hydro-Québec puis pour la vendre. Et donc, l'équation simple, c'est de dire quels sont nos frais à nous? Nos frais de production d'électricité, nos frais de transport et nos frais de distribution jusque dans les maisons. Voici ce que ça va nous coûter. On dit ça à la Régie de l'énergie. Là, il y a plein d'experts qui sont là et qui challengent les chiffres. Et ensuite, Hydro dit, en plus, on pense cette année que ce qu'on va vendre comme quantité d'électricité, c'est tant. Donc, c'est sûr que ils peuvent être un peu à côté, mais là, on a combien ça coûte. Des prévisions. On a combien ça coûte, on a combien on va en vendre, et on est capable de savoir combien il faut vendre chaque unité d'électricité pour arriver. Et il y a un petit facteur intéressant, c'est qu'ils doivent offrir un rendement à leurs actionnaires, mais sans trop exagérer, le gouvernement. Ouais. Et qui est là pour juger est-ce que c'est bien juste comme augmentation? C'est la Régie. Et donc, ça prend des mois, ça prend beaucoup d'experts, et ça coûte 3 millions, 4 millions. Ce qu'Hydro-Québec disait, c'est que ça peut coûter jusqu'à 10 millions par année pour évaluer leurs tarifs, mais ce n'est pas eux qui le font, c'est un organisme indépendant, la Régie. Donc voilà ce qui était fait depuis que la Régie existe. Une fois par année, on s'assoit, il y a des experts qui font 250-300 piastres de l'heure, qui écoutent et qui jugent des demandes d'Hydro-Québec et qui finalement, presque toujours, accordent moins que ce qu'Hydro demande. Et là, ce qu'on change, c'est qu'au lieu de faire ça une fois par année, et tout ça, c'est pour nous rembourser de l'argent. Hein? C'est ça qui est fun. Donc, on nous dit... c'est pour notre bien-être. Oui, le projet de loi 34. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on vous rembourse 500 millions. Hein? Inès, c'est à toi que je parlais. C'est à vous que je parlais. Donc, en 2020, si le projet de loi est accepté, en 2020, on nous rembourse sur nos factures en fonction de à quel point on est un gros consommateur d'électricité. On va nous rembourser 60$ dans l'année, mais si tu es un consommateur industriel, commercial, ça peut être 250 000 qu'on va te rembourser. 500 millions vont être remboursés pour vrai comme ça. Mais il reste 1 milliard. Parce que dans les trop perçus d'Hydro-Québec, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la Régie de l'énergie accorde à Hydro-Québec une hausse de, mettons, 3%, Hydro-Québec fixe ses nouveaux tarifs, facture tout le monde pendant 1 an et à la fin de l'année, ils calculent combien ça leur a coûté pour vrai et là, finalement, ils se rendent compte, finalement, on a fait vraiment beaucoup d'argent et là, la Régie peut reprendre son calcul puis dire, finalement, on vous a accordé trop et vous avez trop chargé, vous n'aviez pas le droit, c'est déraisonnable et donc, vous nous devez tant. Et on est capable de le chiffrer. Oui. C'est ça qu'on est capable de faire aujourd'hui et c'est pour ça qu'on sait qu'Hydro-Québec doit de l'argent. C'est grâce au compteur intelligent. Je pense pas, Fred. Je pense pas. Par contre, il y a plusieurs gens intelligents qui savent compter à la Régie. Donc, c'est peut-être ça que vous vouliez dire. Hein? Bon. La Régie, donc, est là pour
à chaque année dire à Hydro, ben là, vous avez perçu trop, rendez-le, et ça s'en va dans un fonds consolidé au gouvernement. Oui. Bon. Pour les enfants, pour nos enfants. Fait que bref, je reviens à mon projet de loi. 500 millions nous seront remis, si tout va bien, en 2020. Où est le reste, le milliard? Oui. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire ce processus qui est tellement long puis qui nous coûte cher à nous, les contribuables, on va économiser. On va arrêter de faire ce processus-là à chaque année. On va le faire aux 5 ans. Ça me semble bon. Mais entre les 5 ans, à chaque année, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va suivre simplement l'inflation. On est capable de le calculer. C'est simple. Voyez-vous, la CAQ, encore une solution simple. Ben oui. Et en plus... Moi, à date, je suis sous le charme. Parce qu'ils nous aiment beaucoup, la première année, ils vont geler les tarifs. Donc, en 2020, il n'y aurait pas d'augmentation. Il n'y aurait pas de cause tarifaire. Hydro-Québec ne soumet aucune hausse. La régie n'a plus rien à dire. Et on table sur un gel des tarifs. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que normalement, ça aurait dû être l'inflation dans notre nouveau système. C'est ça? Eh bien, cette inflation-là aurait été estimée, là, je n'ai pas le chiffre, mettons à 1,9 %. Bien, Hydro-Québec nous offre cette augmentation qui n'a pas lieu. Et combien c'est? À peu près 1 milliard. Et donc, on serait remboursé comme ça par magie. En plus, ça fait 1,5 milliard, c'est réglé. Et pour les 5 prochaines années, on ne se pose pas de questions, c'est l'inflation. Et voilà. C'est tout? Du bon sens? Oui, je pense. C'est fini, ma chronique est finie. Non, c'est pas vrai. Parce que là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai regardé la commission de la Caperne qui écoutait les experts. Je connais maintenant notre ministre de l'Énergie, Jonathan Julien. Jonathan Julien. Jonathan Julien, parlez-moi de lui. Je peux pas vous parler de lui, ça prendrait trop de temps. Okay. Mais disons qu'il y a un moment où il est devenu carrément arrogant, en sous-entendant que les gens qui venaient défendre, en fait, qui venaient attaquer son projet de loi étaient ceux, et c'est vrai, qui, au moment de la cause tarifaire, viennent travailler à 250 pièces de l'heure pendant 3 mois, 4 mois, et il a sous-entendu que ces gens-là étaient là uniquement pour défendre leur paye. Et ça a été souligné par l'opposition en disant « Monsieur le ministre a été odieux, on s'excuse en son nom ». Bref, il a été vachement baveux avec les gens de l'AQLPA, donc l'Association québécoise de la lutte contre la pollution atmosphérique. Bref. Une gang de pas fins. Mais bref. Fiez-vous de ces gens-là sur les croisées, dans les ruelles mal éclairées. Le ministre Julien s'exprime clairement. Il a une tête sur ses épaules, mais il est baveux. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, vous avez le topo. Ça semble être une qualité première importante à la CAQ, ça, d'être baveux. Je ne sais pas si je pourrais vous dire ça, mais voici les avantages de ce nouveau système. Donc, haute prévisibilité. Donc, pour n'importe qui est en affaires, qui veut investir au Québec, on arrête de se demander combien va être la hausse cette année. Ça va être l'inflation. Donc, c'est pas compliqué. La prévisibilité est haute et plusieurs des intervenants qui sont venus comme experts étaient plutôt d'accord. Deuxième élément positif, les contribuables arrêtent d'investir dans ces examens-là qui prennent des heures et des heures, qui sont très énergivores, qui prennent beaucoup de temps, d'argent. Chaque année, on perd quelques millions pour évaluer combien va être la hausse. Donc, on laisse faire ça, on met simplement l'inflation et plus grande facilité pour Hydro-Québec de développer rapidement des programmes. Et donc, ce qu'on comprend, c'est l'exemple qui revient sans arrêt, c'est celui des bornes de recharge rapide. Hydro-Québec a un programme de mise en charge de 1500 nouvelles bornes pour développer son réseau électrique pour les voitures électriques. Bon, et ce programme-là est bloqué parce qu'il est en analyse à la régie et ça fait 1 an que ça aurait dû être réglé et on a l'impression que la régie règle les tarifs, oui, mais met des bâtons dans les roues à une entreprise qui veut suivre le marché. Et qu'en ce sens-là, ça, je l'ai entendu par des intervenants qui disaient c'est vrai qu'on serait peut-être plus agile si on n'avait pas cette régie-là qui analysait tous les programmes. Selon le ministre, son avantage numéro 1, il nous brandit, puis vous allez peut-être le voir. Puis si jamais vous le voyez, vous aurez une petite pensée pour moi. Il montre un graphique. Ouais. Et dans ce graphique... j'aime ça, les graphiques. Oui, puis c'est simple. Vous allez aimer ça, Fred. Il y a 2 lignes. Une ligne courbe là, qui montre un graphique de quelque chose à la hausse, et c'est simplement le prix de l'électricité au Québec. Donc, le prix qui résultait, je vous le rappelle, de la demande d'hydro, d'évaluation. Challengée par la régie, puis réduite ensuite à un peu moins. Et on a une courbe qui monte au fil des années depuis l'existence de la régie. Il y a une autre courbe qui est presque corrélée, qui est celle de l'inflation. Et le ministre dit, on a dépensé 5 millions par année pour un processus tarifaire que tout le monde trouve trop long. Et au bout de la ligne, 15 ans plus tard, les 2 courbes se chevauchent. C'est pareil. C'est une perte de temps. Donc,
à quoi ça sert? Et même, il va plus loin avec mon nouveau chum, vraiment, il s'appelle Jean-François Blain, qui, lui, est un expert, un analyste senior et qui s'en laisse pas imposer. C'est pas lui qui s'est fait baver, je peux vous le dire, c'est un autre. Et le ministre dit, votre gang, là, qui prend des années, des mois et des mois à légiférer, bien, en 2013 et en 2014, vous avez mis 3 mois à évaluer ce que la hausse juste. Eh bien, malgré tout, Hydro-Québec, cette année-là, a fait des trop-perçus de, 200 millions. Et voici la réponse de mon ami, M. Blain. Je savais que j'allais poser cette question-là concernant les années 2013-2014. C'est une très mauvaise question, mais c'est la dernière fois que vous la posez, alors c'est moins grave. En 2013-2014, Hydro-Québec a demandé en 2013 3,4 % d'augmentation. La Régie a accordé 2,4 %. En 2013, la Régie a donc réduit de 102,5 millions de dollars les demandes tarifaires d'Hydro-Québec. Malgré ça, Hydro-Québec a réussi à faire un trop perçu, un rendement excessif. Ça vous donne-tu une idée de la surestimation de ses dépenses ou de la sous-estimation de ses revenus qu'elle a voulu faire valoir devant la Régie? Alors donc, lui, sa réponse, c'est ça. Bien, une chance qu'on était là. Parce que parce que si on n'avait pas été là, les surplus auraient été encore plus gros. Et on a beau travailler, on accuse Hydro-Québec de surestimer ses coûts et de sous-estimer ses frais. Fait que c'est très excitant à regarder ça. C'est vraiment excitant parce que tu te rends compte, là, je vais vous résumer un peu tout ça, mais le tableau qu'il nous montre serait fallacieux, en fait. Les deux courbes ne représenteraient pas la réalité parce qu'entre autres, dans les 15 dernières années, on avait un processus tarifaire qui a été bonifié il y a 2 ans. Et donc, il y a 2 ans, on a dit il y a trop de surplus chaque année, c'est trop compliqué. On a ajouté un facteur incitatif pour squeezer un peu plus Hydro-Québec et ce que les gens, les experts venaient, ils ne disaient pas tous ça, mais plusieurs le disaient. Dans les 2 dernières années, on avait des meilleurs outils à la Régie pour mieux contrôler Hydro. Et donc, si vous montrez un graphique des 15 dernières années, bien vous ne parlez pas des 2 dernières années où on a un bon processus. Vous me parlez d'un processus qui était un peu... Qu'on a corrigé. Et on devrait attendre 2, 3, 4, 5 ans pour voir si ce nouveau processus-là fonctionne. Le but étant de bien estimer le coût juste de l'électricité au Québec. Et ce qu'il affirme aussi, et ça c'est encore une coche plus compliquée, mais là vous arrivez au niveau 2 de mon segment, c'est ce que lui dit, le même M. Blais, c'est que la courbe qui compare l'inflation, donc ce que le ministre dit, je vous le rappelle, c'est on n'avait pas besoin de vos maudites réflexions, l'inflation aurait fait la même job. Eh bien, c'est faux parce que la petite partie du tarif qui est vraiment contrôlée par la Régie, si on s'attardait seulement à cette partie-là, elle était bien en dessous de l'inflation. Et il y a des parties des tarifs d'électricité qui ne sont pas contrôlées par la Régie, qui sont liées à des mauvaises décisions, non pas d'Hydro-Québec, du gouvernement. Je vous en donne un exemple, les éoliennes en Gaspésie, pour lesquelles Hydro-Québec est lié par contrat, et on est obligé d'acheter l'électricité à des producteurs privés, avant même d'avoir fini notre électricité patrimoniale faite par des barrages qui ne nous coûtent rien. Et donc, qu'on pourrait payer 5 cents et qu'on paye 3 fois plus cher. Et ça vient gonfler le prix résultat. Et ce n'est pas la faute de la Régie. Et donc, quand il pointe et qu'il dit nos tarifs ont suivi l'inflation, mais la Régie a tiré vers le bas le plus qu'elle pouvait, la petite partie qu'elle contrôlait, mais c'est le gouvernement, par ses décisions politiques... Les mauvaises décisions du gouvernement sont épongées par les utilisateurs du réseau. Oui, c'est ça, exactement. Via les augmentations. Et là, ce qu'il dit, c'est que finalement, si on respecte ce projet de loi-là, malgré que oui, ce serait plus prévisible et qu'on aurait peut-être un peu plus d'agilité, c'est la seule façon, et là, c'est assez unanime dans tous les intervenants, c'est la seule façon de s'approcher, dans un cas d'un monopole d'État, d'un juste prix. D'avoir quelqu'un qui a tous les chiffres en main, et quand on lui demande, mais à qui, et là, c'est l'opposition qui le demande, à qui va vraiment profiter ce projet de loi-là, voici sa réponse. Ce projet de loi-là bénéficie uniquement à la latitude dont va disposer Hydro-Québec pour générer des bénéfices et des trop-perçus qui ne seront plus qualifiés de trop-perçus puisqu'ils ne seront plus assujettis à la loi, additionnels au cours des 5 prochaines années. Toute la portion de la croissance de revenus excédant ce que la Régie aurait décidé, d'après ce que je vois sur le tableau de bord, va venir contribuer à alimenter essentiellement les trop-perçus de la division de distribution.
qu'on ne verra pas, parce qu'on ne connaîtra pas la base de tarification, c'est pas inscrit dans le projet de loi, c'est pas une information qui sera divulguée. Et le 1 milliard de dollars de revenus additionnels générés par le projet de loi 34, il va être dissimulé dans la boîte noire qu'on crée autour de la division de distribution. Alors, la merveille du podcast, et vous pouvez réécouter cet extrait-là pour essayer de comprendre. Mais ce qu'il nous dit, c'est que ce projet de loi-là n'a qu'une seule fonction, selon lui, c'est de permettre à Hydro-Québec d'engranger plus de revenus, plus de dividendes. Pour qui? Pour son actionnaire, qui est le gouvernement, qui est, lui, responsable de cette décision politique-là de mettre le projet de loi en branle. Ce qu'il faut retenir, c'est que le graphique que nous montre le ministre pour nous dire si ça avait été l'inflation, ça aurait été la même chose, il est faux. L'argument est fallacieux. Et en plus, même s'il y a des éléments de réponse qu'on pourrait bonifier encore le rôle de la Régie, mais ce que la Régie épargne aux Québécois année après année en allant grappiller un 5%, 1,5%, 1,70%, remplace largement le 3-4 millions qui peut nous coûter en frais. Et Godefroy, merci, parce que vous êtes tapé tous les travaux de cette commission. Mais si je vous disais que j'ai aimé ça, est-ce que vous me croiriez? Mais il faut comprendre une chose, c'est que ce gouvernement l'a dit, François Legault l'a dit, qu'il veut simplifier les changements de loi et il veut réduire le temps de tous ces travaux-là parlementaires. Et tu sais, on parle de démocratie, on parle de crise démocratique, mais les députés, leur job dans la vie, c'est de participer, entre autres, à tous les travaux parlementaires et de discuter. Et ça, ce gouvernement-là veut les réduire par souci d'efficacité. Il faut toujours se méfier parce qu'évidemment, on est rarement, nous les citoyens, ceux qui et celles qui profitons de ces soucis d'efficacité. Pour vous donner une idée, la QLPA dont je vous ai parlé, la Fédération des chambres de commerce du Québec, l'Association électrique du Québec, la Fédération canadienne des contribuables, l'Association canadienne des consommateurs industriels d'électricité, Bitfarms, qui était là en son propre nom. La plupart de ces gens-là sont tous en train de dire la même chose. On ne vous fait pas vraiment confiance pour nous servir le juste prix. Et voilà le projet 34. Ah, merci beaucoup, Godefroy Lorando. Et c'est ce qui termine déjà cet épisode de la balado de Fred Savard. Je remercie les gens qui sont autour de la table. Hélène Faradji, Barbara Judith-Caron, Godefroy, Inès Talby, Martine Delvaux, merci d'être venu nous parler de Boys Club. J'espère qu'on a donné le goût aux gens d'aller acheter le livre et de le lire. J'espère. Pour réfléchir sur notre vivre ensemble et ce qu'on peut faire. Je pense que vous ne donnez pas de solution, vous le dites vous-même, mais il y a une réflexion vraiment très intéressante, en tout cas qui, moi, m'a frappé, en fait, vraiment. Et je ne peux pas dire que je suis un grand lecteur d'écrits féministes. Non, tout à fait. Et à mon corps défendant, j'ai aimé ça. Alors, voilà, merci d'avoir été là. Merci Larry Dufresne, qui est le réalisateur qu'on n'entend pas, mais qui fait un travail extraordinaire. Ça fait 2 semaines on revire ce navire de bord et Larry est l'artisan derrière tout ça. Je remercie encore JF de chez Scooter qui me permet de manspreader mes jambes dans mon scooter sous la jupe et de ne pas avoir froid. Toute la gang de ce concept qui nous a préparé ce kit qui permet de vous offrir cette balado. Je veux saluer et remercier Andy Obamsawin qui est notre chef contenu média. Je sais que c'est en agro, en fait, c'est noté 10 messes, mais il paraît qu'il ne faut plus dire ça, qui fait un gros travail sur les médias sociaux. J'avais besoin d'aide et Andy a levé la main et je suis vraiment content. Elle était très bonne. Merci. C'est elle qui, d'ailleurs, publie tous les liens à chaque épisode parce que cette année, on a décidé, on faisait des blagues l'année passée, mais là, chaque semaine, tous les liens des trucs qu'on parle, on les met sur la page Facebook. La campagne de financement se poursuit. Partagez ce projet. Parlez-en aussi. Oui, participez à la campagne, mais parlez-en du projet pour que les gens qui peuvent être intéressés puissent le découvrir. Si vous avez des commentaires, vous nous écrivez à baladofredsavard@gmail.com ou sur la page Facebook de l'émission. Si vous voulez qu'on aille en région, écrivez-moi, ça se fait pas tout seul, il faut l'organiser. Mais on veut y aller, ça fait partie de ce projet-là, donc on veut sortir en région, aller vous voir, aller parler d'actualité avec vous. La semaine prochaine, on reçoit la dramaturge Dominique Parenteau-Leboeuf qui présente Valparaiso, qui est une pièce que j'ai très hâte d'aller voir, en fait, qui fait des parallèles entre le Chili et le Québec sur le plan politique, entre autres. Alors voilà, elle sera avec nous la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde, merci d'être à l'écoute.